Bonsoir, bonsoir à tous. 1,5 million de Français le passent chaque année. Le permis de conduire est un examen, une étape incontournable. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un parcours du combattant. Cher, très cher, selon le département, des délais et des taux d'échec supérieurs à la moyenne européenne. C'est l'enquête de ce magazine. Et puis, refus de la mixité, port du niqab. Qui pratique le salafisme en France, ce courant minoritaire, ultra-conservateur, qui prône le retour à un islam des origines du temps du prophète. Nous sommes au cœur de l'hiver, ce sont des hôtels qui abritent les sans-abri et les mal logés, faute d'hébergement. Alors, quelle est la facture pour l'État et les contribuables? Enfin, avec leurs vidéos humoristiques, ils sont des stars sur la toile. Alors, qui sont-ils et pourquoi ça marche? C'est le sens caché de cette semaine et c'est le sommaire d'Envoyé spécial. Bonsoir, bonsoir à tous. Quel est l'examen le plus passé en France chaque année? On pense tout de suite au baccalauréat? Eh bien non, c'est le permis de conduire. Il est un symbole de liberté, d'indépendance et il est devenu aujourd'hui presque indispensable dans la recherche d'un emploi. Mais 2 chiffres résument à eux seuls la galère que peut devenir le permis de conduire. Presque une personne sur 2 échoue la première fois et le délai moyen pour le repasser est de plus de 3 mois. Sans oublier les prix qui augmentent, c'est 2 fois plus cher de passer le permis à Paris que dans le nord de la France. Des difficultés qui poussent certains candidats à choisir la débrouille. Enquête dans plusieurs départements en France, mais aussi en Espagne, à Barcelone, où des Français y séjournent uniquement pour se présenter à l'examen du permis de conduire. Un reportage signé Leslie Benzaken, Nicolas Margeron et Ksenia Bolchakova. Fini les petits matins à courir après le bus, le métro ou le train. Au volant, je vais où je veux, quand je veux. Mais cette liberté a un prix, celui du permis de conduire. Et il n'est pas donné. Sur la route de l'indépendance, j'ai croisé Mélanie, Malvina, Sixtine, Estelle et Ludovic. Toutes leurs économies y passent. En fait, nous ne sommes pas tous égaux face au permis. En province, il coûte 1 000 € en moyenne. Et en cas d'échec, il faut 2 mois d'attente pour le repasser. En Île-de-France, il faut compter 1 400 € minimum et 4 mois pour se représenter. Et dès qu'on le rate, les compteurs s'emballent. Dans cette jungle des tarifs, de nouvelles formules apparaissent. Permis en ligne ou permis low cost. Et des arnaques aussi. Frais abusifs, moniteurs non déclarés et même faux permis. La route de l'indépendance peut vite tourner à la voie sans issue. J'ai d'abord rencontré Mélanie. Elle a 22 ans et un rêve, décrocher son permis de conduire. Mais comme presque un Français sur 2, il vient de lui passer sous le nez. Retour à la case départ. Le plus frustrant, c'est que selon son moniteur d'auto-école, ça s'est joué de peu. C'est quasiment un sans faute. Si on met de côté les fautes éliminatoires, d'accord? Il y a eu 2 fautes éliminatoires, est-ce que tu t'en souviens? Le stop? Ouais. J'ai pas regardé à gauche? Ouais. Une petite erreur, mais qui lui a été fatale. Le problème, c'est que c'est la 2e fois qu'elle le rate. Donc ça nous pose un petit problème. Ça nous pose un petit problème parce que maintenant, il va falloir te représenter. Et là, c'est une autre histoire. Au niveau des délais, c'est simple. On est sur une base de 4 mois minimum. On ne peut pas faire plus. Les auto-écoles ont droit à un nombre de places d'examen en fonction des inspecteurs disponibles. Priorité aux candidats qui le passent pour la 1re et la 2e fois. Au-delà, les élèves doivent patienter. Qu'est-ce que vous risquez à la présenter plus rapidement, plus vite? Mon auto-école va perdre un nombre de places d'examen assez important. Voilà le risque si je la présente très très rapidement. Ça coûte beaucoup. Pour Mélanie, les ennuis commencent. Elle est étudiante et elle a déjà dépensé une petite fortune dans sa formation. J'ai passé mon permis 2 fois. J'ai pris une 50aine d'heures et ça m'a coûté à peu près aux alentours de 3 000 €. Et la facture va encore s'allonger. En attendant une date d'examen, Mélanie peut reprendre 16 heures de conduite à 55 € pour rester au niveau. On pourrait s'en sortir pour environ 800 €. Donc ça fait un montant particulièrement élevé. Vous avez les moyens de le financer là en ce moment, ce montant, Mélanie? Pour le moment, non, mais je vais essayer de trouver de quoi le financer.
Comment? Je vais essayer de demander de l'aide de ma mère ou travailler un petit peu. Difficile pour Mounir de faire moins cher. Le permis est devenu un gouffre financier pour ses élèves. Pour la signalisation, tu annonces une zone de travaux. Il le reconnaît sans tabou, décrocher son permis coûte bien plus cher qu'il y a 20 ans. Et lorsque j'ai passé mon permis de conduire, j'en ai eu pour 4 800 francs. Aujourd'hui, Mélanie est plus près des 4 800 € que des 4 800 francs. Et je trouve ça scandaleux. Allez, un petit coup d'œil sur ta gauche. Alors, Et on pour relance. payer moins cher, certains sont prêts à tous les sacrifices. Il est 5 h du matin à Villepinte et Malvina part travailler. En voiture, elle mettrait à peine 15 minutes pour rejoindre l'aéroport de Roissy, où elle est femme de ménage. Mais chaque matin, elle fait un sacré détour. Un bus, un RER et un autre bus, 3 moyens de transport et un trajet 4 fois plus long. Voilà, là, il est 41. Donc, on est sorti de la maison 40. Donc, ça fait 1 heure à peu près. Et avec une voiture, ça change? Ça change. 15 minutes, 20 minutes, je suis là. Et en plus, j'ai gagné du temps pour dormir encore un peu. Alors, Malvina a décidé de passer son permis. Quand elle rentre du travail à 15 h, c'est pour entamer un deuxième marathon. À peine le temps de prendre un café, Malvina doit partir pour sa leçon de conduite. Moi, j'ai un CIMIC. J'ai gagné 1 300 € par mois. C'est pas pour payer les loyers, pour manger, pour payer tout. Et il faut des sacrifices pour avoir des sous qui restent pour le permis. Paris Nord, Amiens, c'est bon. Pour faire des économies, elle va encore parcourir des kilomètres. 2 fois par semaine, elle prend le RER, puis le train. Direction la Picardie. À Amiens, le forfait 20 heures de conduite lui coûte 200 € de moins qu'en région parisienne. Et surtout, Malvina va pouvoir passer son examen en à peine 2 mois. Pense à ta tête, accélère très très fort. Plus. En Île-de-France, il lui aurait fallu attendre le double. Le point, on va dire que c'est correct. Avec ce qu'on a là. On a plus de facilité à le passer sur Amiens, puisqu'on a des inspecteurs en renfort. Donc sur Amiens, on a plus de places que la région parisienne. Parce qu'en région parisienne, il manque énormément d'inspecteurs. Dans quelques semaines, Malvina passera son permis, peut-être le début d'une nouvelle vie. La province serait donc moins chère et plus rapide. Voilà de quoi donner des idées à certains entrepreneurs comme Guillaume. Depuis 2 ans, il ouvre des auto-écoles à tour de bras dans tout le nord de la France, avec un argument marketing simple, payer moins cher. Quand les gens vont chercher une auto-école, sans nous connaître, tapent aujourd'hui permis pas cher. Parce qu'ils veulent payer leur permis pas cher. Nous sommes à Chauny, dans l'Aisne. Guillaume va s'assurer que sa prochaine auto-école ouvrira bien dans les temps. On n'est pas là, c'est ? Et il en a 8 autres en travaux. Sur la fin d'année, on était à 15, donc 15 plus 8, on sera à 23. Pour arriver, effectivement, si tout se passe bien dans nos prévisions, sur 28-29 en fin 2016. Bref, c'est une affaire qui roule. Mais bon. La recette du succès commence par un peu d'espionnage industriel chez ses concurrents. Donc là, on est où ? Là, on est à côté de l'auto-école. On va s'ouvrir bientôt. Voilà, on regarde un petit peu la tarification de la concurrence. Bon, ils sont plus chers que nous, donc c'est logique. Dans les heures de conduite, ils sont à 40 € apparemment. Et sur les forfaits, près de 900 €. Donc il y a pratiquement 150 € d'écart. Donc ça confirme effectivement qu'on est moins cher que les autres. Dans ses propres auto-écoles, il affiche la couleur, low cost et prix cassé. Sa force, c'est le package illimité pour les candidats. C'est bon pour tout le monde sur les boîtiers ? C'est bon ? Tout le monde ? Sûr ? Allez. Accès illimité à la salle de code et à des tests sur Internet. Des heures de conduite supplémentaires à 36 € et en cas d'échec, aucun frais pour repasser l'examen. Dans l'approche du prix, il n'y a pas une aussi grande différence que ça, de différence. C'est plus dans le contenu où on a effectivement un package qui permet de se dire on a un accès à la salle de code qui est illimité, on a des examens qui sont illimités et on a 3 mois d'accès à l'Internet avec des séries illimitées.
Donc dans la finalité du permis de conduire, lui, on sera moins cher que les autres. En contrepartie, Guillaume se rattrape sur le volume d'inscrits. Si certains choisissent la province pour payer leur permis moins cher, d'autres sont prêts à dépenser des fortunes pour le passer plus vite. Vous me suivez? Vous allez comprendre. Sixtine a 25 ans et un petit problème avec la conduite. Elle a raté son permis 5 fois. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Pour sa prochaine tentative, elle va employer les grands moyens. Est-ce que vous voulez un petit café? Avec plaisir, un petit café. Un petit café? C'est super. Donc là, vous avez donc, le planning de votre deuxième et dernier stage. Un séjour tout compris, comme un voyage organisé. Donc l'hébergement au manoir François 1er comme la dernière fois, donc en demi-pension. Parfait. Et l'intégralité de vos heures de conduite, donc prise en charge directement devant l'hôtel. Dernier règlement. Un séjour permis qui vaut son pesant d'or, 2 800 €, mais l'assurance de le passer en moins de 2 mois. C'est un peu la dernière chance parce que ça reste un sacré budget et qu'après l'avoir passé 5 fois, autant psychologiquement que financièrement, ça devient compliqué de le passer plus. Mais on verra bien, ouais. De toute manière. Ok, on s'appelle. Merci beaucoup, au revoir. Le lendemain matin, il est 7 h. Sixtine part pour Vitry-le-François dans la Marne. Chaque session dure 3 jours, un moyen de s'immerger totalement dans l'univers de la conduite et de s'épargner le stress, premier facteur d'échec au permis. Je sais qu'à partir du moment où je vais descendre du train, il n'y a plus rien dont je dois me soucier à part ma conduite et ma formation. Donc c'est vrai que ça me permet de me vider la tête et d'avoir vraiment que ça sur quoi être focus. Et elle va être bichonnée dès son arrivée à la gare. C'est sa 3e et dernière session. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Impeccable. Ouais, parfait. Super. C'est Thérèse, la gérante de l'auto-école en personne, qui vient la chercher pour l'accompagner à son hôtel. Dans 2 jours, Sixtine passera son permis. En attendant, elle va séjourner ici. Un 3 étoiles confortable avec piscine. Voilà, donc ça, c'est votre chambre. Allez-y, allez-y. Merci. Ouais, elles sont assez spacieuses. Hein. Une chambre spacieuse et même un jacuzzi. J'adore prendre des bains, j'ai une baignoire à Paris et puis je sais que ça va me permettre de me détendre la veille de mon permis, de prendre un bon bain avant de me coucher. Un luxe en amenant un autre. Bonjour Gérard. Pour prendre ses leçons de conduite, Ça va? Gérard, le mari de Thérèse, vient la chercher juste en bas de l'hôtel. Écoute, tiens. Merci. Des élèves comme Sixtine, il en forme 6 par mois. Il facture l'heure de conduite 5 € de plus que son tarif habituel. On prendra à droite, là-bas, direction Saint-Dizier-Nancy. Surtout, on ne pouvait pas la louper, quoi. Soit 47 €. Et ils nous la payent légèrement plus cher que la leçon de conduite qu'on facture ici. Bon, tout bêtement, pourquoi? Parce qu'il y a un petit service supplémentaire, vous l'avez vu, un accueil, resserre un tout petit peu, peut-être un petit peu plus d'accueil des candidats, on gérait un petit peu les... Resserre, attendez, excusez-moi, voilà, vas-y doucement, resserre encore, voilà, tu te places bien parallèle, gérer un petit peu plus l'hébergement, toutes ces choses-là. T'as quand même un panneau, c'était le passage. Donc lui, il est sur l'axe. L'agence parisienne gère le reste. Sur les 2 800 €, la formule séjour comprend l'hôtel, le train et la demi-pension. À midi, Sixtine a toujours sa table de réservé dans un restaurant chic. Ça va? Ouais, et toi? Alors, comment ça s'est passé? Ça va. Première heure de reprise. Ouais. Elle retrouve Frédéric, une autre Parisienne venue elle aussi en séjour permis. Moi, ça a été, j'ai fait 2 heures ce matin, un peu chaud, mais bon, encore 2 heures cet après-midi. Et après, tu rentres à Paris? Dernier moment de détente, avant le passage de l'examen, prévu dans 2 jours. On est à la gare toute seule, surtout. Moi, ici, j'ai toujours eu ma chambre. Si les candidats recalés comme Sixtine sont prêts à tout, c'est qu'ils sont considérés comme de vrais moutons noirs par les auto-écoles. Quand on rate plus de 2 fois son permis, on n'est pas prêt de voir le bout du tunnel. Je me suis glissée dans la peau d'une candidate recalée à plusieurs reprises et j'ai fait le tour des auto-écoles. Moi, j'ai raté plusieurs fois mon permis.
3 fois et je cherche une auto-école. Manifestement, je ne suis pas la bienvenue. B3. Comment je m'appelle? B3? Oui. D'accord. B3, car j'ai passé le permis B 3 fois. Aucune auto-école ne veut de moi. On ne prend pas les dossiers où il y a déjà eu un échec en conduite. Les B3, les troisièmes présentations, ou au-delà, on ne peut pas vous prendre aujourd'hui. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an. Plus on présente de cas comme vous, moins on a de place. Moins on a de place, plus on présente des cas comme vous, plus au bout d'un moment on n'a plus de place et on est obligé de fermer. Ah, c'est des cas comme moi qui font fermer les auto-écoles. Ça y contribue. Pour repasser mon permis, il va falloir remettre la main au portefeuille. Les auto-écoles qui acceptent de me reprendre font monter les enchères. Et ça me coûterait combien? L'heure de conduite, c'est à 50 € l'heure, plus la présentation à l'examen qui est de 200 et des poussières. Un montant totalement illégal. Bon, c'est bon. Depuis la loi Macron de 2015, se représenter à l'examen ne doit pas coûter plus d'1 heure de conduite, ici 50 €. Bon travail. Ailleurs, on me demande de reprendre un forfait d'heures de conduite. On impose un minimum de 20 heures de conduite. Un minimum de 20 heures? D'accord. Et ça vous fait 950 €. D'accord, et je suis obligée de reprendre 20 heures? Nous, c'est ce qu'on impose. Si vous voulez passer, voilà. Encore une pratique abusive. Le candidat doit être évalué avant de se voir imposer des heures de conduite supplémentaires. Cette dernière auto-école accepte de me représenter, mais à prix d'or. Troisième passage, rapidement. Vous savez qu'au niveau des tarifs, c'est un petit peu élevé au niveau du troisième passage. Vous avez déjà fait un peu d'informations ou pas du tout? Non, je veux bien que vous me disiez justement. Parce que là, aujourd'hui, en fait, au niveau des frais de transfert, vous êtes à 380. 380, ouais. Exactement, et au niveau de la présentation à l'examen, c'est 380 aussi. Donc ça fait 760. 760. Ça me coûterait 760. Déjà dans un premier temps, juste déjà pour les frais, tout ça. Ouais. Ah ouais. Et, après, vous avez un minimum de 10 heures à effectuer, qui est égal à 500 €. Donc en tout, ça fait 760 plus 500. Exactement. En tout, 1260 €, soit l'équivalent d'un forfait, comme si je n'avais jamais conduit. Dans cette jungle des tarifs, la candidate désespérée que je suis peut vite être tentée de basculer du côté obscur. En tapant sur Internet « Acheter un permis de conduire », des dizaines d'annonces alléchantes apparaissent. Comme un faux permis à 1 000 € en moins d'1 semaine. Il suffit simplement d'envoyer une copie de sa carte d'identité, une photo et une signature. Quelques jours plus tard, nous recevons par mail une photo du faux permis. Nous le faisons analyser. Il a été entièrement trafiqué sur un logiciel connu de retouche photo. C'est donc un faux, grossier, qui ne résistera pas à un contrôle de police. Le faussaire prend contact avec moi pour le paiement. Comment ça se passe en fait? Vous allez à un bureau de poste, vous demandez à faire un mandat cash urgent, vous donnez juste le nom et prénom, vous donnez l'argent et votre pièce d'identité, vous vous remettrez un code, vous me communiquez le code pour récupérer les sous. Pas de remise en main propre. En clair, aucune garantie de récupérer le faux permis. L'arnaque se profile et elle est courante. Les faussaires ont même des pages Facebook où ils promettent des permis de conduire délivrés grâce à de prétendus complices en préfecture. Nos documents sont délivrés en un temps record et vérifiable dans votre préfecture. Une jeune femme a posté un message. Elle s'inquiète de n'avoir toujours pas reçu son faux permis. Nous prenons contact avec elle. Et là, du coup, vous avez donné combien d'argent à cette personne? En tout, à peu près 800 €. Vous payez, vous l'avez, ou vous ne payez pas, bah tant pis pour vous. J'ai pensé d'abord. Je l'ai envoyé, et plus de nouvelles. Pourquoi vous avez voulu acheter un permis comme ça sur Internet? C'est tellement long avec les auto-écoles, on paye, et au final on n'a rien, donc j'ai voulu me faciliter parce que j'ai besoin, je suis dans l'urgence. Il existe pourtant un autre moyen, légal celui-là, de passer son permis en dehors de toute auto-école.
Comme pour le bac, on peut se présenter en candidat libre. C'est la solution qu'a trouvée Estelle pour passer son permis à petit prix. Elle est étudiante en école de commerce à Angers. Ce site internet propose un permis 100% en ligne. Il lui a fourni tous les documents à envoyer en préfecture pour son inscription. Ça ne coûte que le prix d'un timbre. Et ensuite, il y a un délai de 4 à 6 mois avant de recevoir sa date d'examen. Et en attendant, pendant ces 6 mois, on réserve nos heures de conduite dès qu'on en a envie. Je clique sur réserver une heure, bim, je choisis mon créneau et c'est réglé, quoi. L'heure de conduite coûte 34,90 €. C'est en moyenne 20 € moins cher qu'en auto-école. Aujourd'hui, elle a donné rendez-vous à son moniteur pour prendre sa leçon. Salut! Timothée est professeur de conduite diplômé. Il a sa propre voiture à double pédale. Ça, c'est un véhicule à double commande. On peut le voir ici. Et ce que je viens de mettre sur le toit, voilà, ça c'est ça. Le hic, c'est que la loi interdit d'enseigner en dehors d'une auto-école. Tu repars tranquillement. Le site internet qu'il a mis en relation avec Estelle a donc trouvé une astuce. Et passage de vitesse. Alors pour l'instant, je suis payé pour la location de mon véhicule. Donc moi, je loue ce véhicule chaque mois. Les élèves le louent pendant 1 heure ou pendant 2 heures. Les élèves payent le site paye le moniteur. Quand c'est comme ça, tu as le droit d'appuyer sur l'embrayage. Et tout le monde est content. Tu remets ta première. Et ça, c'est très avantageux. Alors c'est très avantageux pour moi surtout parce que je gagne 25 € de l'heure, ce qui ne me serait jamais arrivé en tant que moniteur auto-école, parce que même quelqu'un qui a 20-25 ans d'expérience ne gagnera jamais plus que 12,50 € de l'heure, et moi je suis à 25 avec 4 ans d'expérience. Une petite feinte qui fait le succès de Benjamin, le créateur du site, mais qui lui attire aussi les foudres des auto-écoles classiques. Elle dénonce une concurrence déloyale, à coups de procès en cascade. On me reproche de me servir de ce qui existe, des nouvelles technologies, pour repenser un système vieillissant en proposant une vraie solution, une vraie satisfaction aux millions de candidats chaque année au permis de conduire. Le permis de conduire, c'est l'examen le plus passé en France. Et pour autant, c'est un marché qui a très peu évolué depuis 10, 20, 30 ans. Pour l'instant, la combine de la location de véhicules le maintient dans la légalité. Mais sur Internet, beaucoup de moniteurs sont prêts à contourner le système. Sur les sites de petites annonces, des moniteurs indépendants proposent des heures de conduite à prix cassé, à 30, 28 et même 25 €. Ils précisent qu'ils sont diplômés et en règle avec l'administration. En caméra cachée, je reprends mon rôle de candidate. J'ai réservé une leçon via un site de petites annonces. Le moniteur a une voiture à double commande et il me reprend sur mes erreurs, comme à l'auto-école. Pas de cadeau. Ah mais ouais, comment il faut ralentir à chaque fois. Et vous, non, vous déplacez des intersections, des passages plus longs avec le pied sur l'accélérateur. Et ça, c'est pas bon. Il a enseigné 25 ans en auto-école et s'est mis à son compte il y a 1 an. Il m'affirme que ce cours de conduite est parfaitement légal. Et on a le droit. Qui ne fait pas le droit. Moi, je suis ravi. Ouais, vous trichez pas. Carte de véhicule. Autorisation d'enseigner la conduite des véhicules, la moteur et la sécurité routière. Voilà. Ensuite, l'assurance et l'assurance spécifique. Voilà les conditions et une voiture double commande. Voilà les 3 conditions pour elle. Et la carte d'auto-entrepreneur en dessous. Pourtant, sans auto-école, il n'a pas le droit d'enseigner. L'heure coûte 30 €. Au moment du paiement, il ne prend que des espèces. Une pratique qui peut lui valoir 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour apprentissage illégal de la conduite. Bon, allez, faut y croire. 14h, 16h, ce serait possible? Philippe Colombani est le président du principal syndicat français d'auto-école. Il allume les warnings face à ces formules. Mardi, tu l'annules, tu lui donnes la leçon de vendredi, tu lui donnes la leçon de mardi. On a une concurrence qui est déloyale,
Parce que comme ils se mettent en auto-entrepreneur, en général, ils n'ont pas de TVA à payer. Nous, on paye 20% de TVA. Ensuite, ils payent moins de charges sociales, parce que l'auto-entrepreneur, il est à minima. Selon lui, une bonne formation, ça se paye. Chez moi, un forfait, tout compris, code conduite, on est aux alentours de 1600, 1700 euros. On est d'accord que c'est cher. Non, on n'est pas d'accord que c'est cher du tout. C'est de l'enseignement. On n'achète pas une leçon de conduite comme on achète un pot de yaourt ou une baguette de pain. Entre ces tarifs et ces délais, la France reste pourtant le cancre de l'Europe en matière de permis de conduire. Alors, certains Français s'envolent à 1000 km de chez eux, en Espagne, pour passer leur permis. Ludovic a atterri à Barcelone il y a un mois et il passe l'examen demain. En France, on lui avait prédit plusieurs mois d'attente, même pour une formule accélérée. C'est minimum 2 à 3 mois d'attente déjà pour recevoir un dossier, puisque j'avais un ancien dossier déjà en préfecture. Et puis, en cas d'échec, c'est 1 à 2 mois d'attente pour repasser l'examen, donc ce qui a été beaucoup trop long pour moi. Et donc c'était la solution qui se prêtait le mieux à la situation. Ludovic a 30 ans et vient de banlieue parisienne. Pour passer le permis en Espagne, il faut justifier d'un hébergement. Alors, il a loué une petite chambre chez l'habitant. Hola, buenos días. Voilà, donc là on est dans l'appartement où je suis hébergé. Pour rentrer dans ses frais, il a dû faire des compromis. Là on arrive dans ma chambre. Une petite, mais avec du confort quand même. Ah ouais, c'est combien de mètres carrés là? Je sais pas, je dirais peut-être 6-7 mètres carrés. C'est tout petit. Oui. Un tout petit espace, sans fenêtre, qu'il paye 13 € par jour. Son permis lui coûte 1100 €. Avec l'avion au total, son séjour lui reviendra à 2000 €. L'Espagne, ce n'est donc pas forcément moins cher, mais beaucoup plus rapide. Seul inconvénient, l'épreuve de la conduite se déroule en espagnol, une langue que Ludovic ne maîtrise pas vraiment. Très bien. A ver, ¿dónde está el líquido de freno? Líquido de freno. Muy bien. La batería. Coup de chance, Mike, le professeur, est français. Il lui a inculqué le strict nécessaire pour comprendre l'examinateur le jour J. Le bleu. Et en dehors du jargon de la voiture, vous savez dire des choses en espagnol ou pas? Non. Un petit peu, bon, c'est du niveau collège, on va dire. Tapas, tout ça. Ouais. Hola, buenos días. Au moins, tout ce qui est pour manger. Pour l'examinateur, hola, buenos días. Et le plus étonnant, c'est que les Français représentent 100% de la clientèle de Mike. Allez, cuando puedas haremos un estacionamiento. Il y a 2 ans, ce prof de conduite originaire de Perpignan a monté une auto-école francophone à Barcelone. On y croise des étudiants en échange universitaire et de plus en plus des candidats venus spécialement de France pour passer leur permis. À l'entrée, surtout aux sorties du travail. Tout d'abord, facteur de risque, vitesse. On adore aller super vite, c'est pour ça qu'on adore tout ce qui est Space Mountain, etc., etc. Mais bon, plus vite on va, plus vite on termine 6 pieds sous terre. Mike n'a aucun problème de place d'examen. À Barcelone, 89 inspecteurs se répartissent les candidats. C'est 2 fois plus qu'en Seine-Saint-Denis, où il y a pourtant le même nombre d'habitants. Nous, comme on est 2 moniteurs, on peut présenter 26 élèves tous les 8 à 10 jours. 26 élèves tous les 8 à 10 jours? Oui. C'est quand même énorme. Oui. Et ce n'est pas tout. En cas d'échec, il n'y a presque pas d'attente pour se représenter. Si on se fait ajourner une fois, on représente la semaine suivante, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on se fait ajourner une 2e fois, il va falloir attendre 2 semaines. On se fait ajourner une 3e fois, il va falloir attendre 3 semaines. Et maximum, c'est 3 semaines d'attente entre chaque examen. Un vrai paradis du permis de conduire. Le lendemain matin, c'est le grand jour pour Ludovic et Chloé, une autre Française. Non, ouais, un peu stressé quand même, hein, c'est sûr.
Au point de départ de l'examen, Mike donne ses dernières recommandations. Ok, faites attention aux piétons parce qu'à cette heure-ci, il y aura énormément de piétons. Donc à l'approche des passages piétons, être tranquille. Toi, Nous ne sommes pas autorisés à filmer l'examen. Alors en attendant, nous avons pris des nouvelles de nos autres candidats. Malvina a passé son permis à la date prévue. Elle attend le résultat. Le séjour de Sixtine a été profitable. Merci pour tout. De rien. Elle nous a envoyé une photo du résultat. Elle a enfin obtenu son permis. Quant à Ludovic et Chloé, ils viennent de terminer l'épreuve. Dans quelques minutes, ils connaîtront le verdict. Alors, comment ça s'est passé? Pas top. Pas top, non. Qu'est-ce que vous en pensez? À mon avis... Moi, je pense que je l'ai pas. À mon avis, c'est mort. Non, pas d'erreur, mais des petites fautes. Ouais, des petites fautes. super pointilleux, quoi. Vous, par exemple? Bah, moi, par exemple, je pense que déjà, dès le départ, j'ai oublié un clignot. Ouais. Dès le départ. Ensuite, il y a eu quelques petites fautes, comme un feu clignotant pour tourner à droite. Malheureusement, je l'ai vu, mais tard. J'étais déjà à l'arrêt. Vous avez fait des remarques? Ouais, il nous a dit qu'on n'allait pas assez vite. Ouais. On les tremblements, que c'était mou, que... Ouais. Il était pas content. Ouais, il était pas du genre sympa, quoi. C'est Mike qui vient leur annoncer la bonne ou la mauvaise nouvelle. Bah, je commence par toi, Chloé. Donc, t'es allé... Pourquoi t'es allé si lentement? Pourquoi t'es pas allé plus vite, tout ça? Vous allez pas mal? Un petit peu, quand même. Et toi? Fais attention à ta séparation de droite. Il y a 2 moments où on est passé vraiment proche du bus. Mais bon. Félicitations, tous les deux, vous l'avez eu. Félicitations. Un peu inespéré. Oh, truc de ouf là, c'est trop bien. Dans quelques semaines, Ludovic recevra son permis espagnol, valable en France. La galère du permis ne sera plus qu'un souvenir, loin, derrière lui. Et la réforme du code de la route voulue par Emmanuel Macron entrera en application le 18 avril prochain. Il y aura 1000 nouvelles questions possibles qui ciblent surtout les jeunes conducteurs. Perception des risques, conduite écologique ou encore premier secours. Et maintenant, un document rare sur le salafisme. Salafisme, ce mot résonne depuis les attentats. Les salafistes sont souvent pointés du doigt. Pourtant, la plupart de leurs imams condamnent la violence armée. Alors, nous avons voulu savoir, qui sont-ils? Ce courant ultra-conservateur de l'islam est apparu il y a 15-20 ans en Europe et donc en France. Ces fidèles sont adeptes d'une approche rigoriste, littéraliste des versets du Coran. Ils revendiquent une pratique de l'islam qui remonte au temps du prophète, il y a 1400 ans. Les salafistes prônent le port du niqab pour les femmes, ils refusent la mixité, veulent une éducation islamique. Leurs valeurs sont-elles compatibles avec celles de la République? C'est un univers rarement ouvert aux caméras que vous allez découvrir. Le tournage de Génération Salafiste a commencé dès 2012, puis 2013. C'est un document réalisé par Éric Chemin et Olivier Baruel. Notre enquête commence sur Internet. Nous allons écouter la parole d'imams qui prêchent en France. Pas n'importe lesquels, ceux-là sont salafistes, adeptes d'un islam rigoriste. C'est le cas de Rachid Abou Deifa. Dans une vidéo diffusée sur le web, devant des enfants, voici ce qu'il dit à propos de tous ceux qui aiment la musique. Sur ces gens-là et ces catégories de gens-là, eh bien il a dit « ils seront engloutis par la terre ». Et ils seront transformés en singes et en porcs. Un autre imam, Aboulaït Al-Armani, met en garde les musulmans qui vivent en France, dans cet extrait qui circule sur le net. Il y en a certains même, ils savent pas, mais c'est à qui ils mettent le sapin. Ou ils font des cadeaux de Noël à leurs enfants. Oui, mais c'est la fête des enfants. Non, c'est la fête des chrétiens. Ce jour-là, c'est interdit. Nous avons contacté ces imams. Aucun n'a souhaité nous rencontrer. Notre caméra ne sera jamais la bienvenue dans les mosquées salafistes. Il en existerait une centaine en France. Nous sommes allés à la rencontre de leurs fidèles.
On vous répondra pas, ça sert à rien, personne ne vous répondra. Vous êtes intéressé par l'islam, par la salafia, venez vous asseoir. Avec une caméra? Sans caméra, voilà. Eh oui, mais je fais de la télé. Ouais, mais nous, on prend même pas de photos entre nous. La plupart d'entre eux s'habillent d'une longue chemise, le camis, et portent la barbe. Ils seraient entre 10 000 et 20 000 en France. En enquêtant sur eux à partir d'octobre 2012, nous découvrons un monde parallèle où la mixité est proscrite. Moi, le rapport avec les hommes, j'en ai pas. J'aurais qu'un rapport avec mon mari et c'est tout, quoi. Je sais pas pourquoi je vais aller voir d'autres hommes. Comment vivent-ils? L'une de nos journalistes, infiltrée, a vécu une demande en mariage salafiste où le prétendant nous parlera polygamie. Si jamais tu acceptes la loi d'Allah comme quoi le plusieurs femmes, il n'y a pas de problème. Nous avons découvert une communauté minoritaire chez les musulmans, décidée à vivre à l'écart de tous ceux, musulmans ou non, qui ne partagent pas strictement ses convictions religieuses. Cet islam rigoriste amène-t-il à rompre avec la société française? Est-il compatible avec les lois de la République? C'est une image qui est à l'origine de notre enquête. Une manifestation qui s'est déroulée le 15 septembre 2012 sur les Champs-Élysées. Au cri de Dieu est grand, des musulmans, dont certains salafistes, font face aux forces de l'ordre. Le rassemblement est interdit, les manifestants prient dans la rue. La police tente de les disperser. Ces images vont faire la une de l'actualité. Parmi les manifestants, il y a ce jeune homme, nous l'appellerons Abdel. À l'époque, nous l'avions rencontré dans une ville de la banlieue parisienne. Abdel a alors 21 ans. Il se dit salafiste et il est l'un des rares à accepter de témoigner. Il a gardé une vidéo de la manifestation. On me voit de dos, avec le pantalon relevé là, et la veste en cuir. On était à peu près 150. Nous, si on a fait ça, c'était pas pour faire peur à la France ou quoi que ce soit. Parce que les gens commençaient à dire, ouais, les musulmans encore, les musulmans, les musulmans. Maintenant, si nous, les musulmans, on aurait fait un film attaquant la religion chrétienne ou juive, ça aurait pas eu le même impact. C'est un film qui a provoqué la colère d'Abdel. En voici quelques images. Il caricature le prophète Mahomet. Pour protester contre ce film et son auteur, un appel à manifester a été diffusé sur Internet. Son slogan, « Touche pas à mon prophète ». C'est un film de haine, en fait. C'est une personne qui avait la haine envers le monde musulman. Et là, en fait, c'est pas attaquer une personne ou deux ou trois, c'est attaquer le monde musulman. En fait, en faisant ça, la personne, il faut dire la vérité, c'est qu'elle a signé son arrêt de mort. C'est qu'il y aura bien un jour où un musulman va le reconnaître ou quoi que ce soit, et peut-être que la personne n'aura pas la même réaction que beaucoup d'autres, et qu'il va faire un truc, il va l'agresser, il va lui faire quelque chose. Ce jour-là, Abdel va aussi filmer son arrestation par la police. Il est placé en détention pendant 3 heures. Nous, on a appelé ça Guantanamo. Ça nous faisait marrer. Parce qu'en fait, on dirait on était les plus recherchés du monde. Entendu par la section antiterroriste, Abdel est repéré pour la première fois comme musulman radical. Lui se revendique salafiste. Il est 14 heures, le moment de faire ses ablutions. Le jeune homme est très pratiquant, il nous dit respecter les prières quotidiennes de l'islam. Il y a un an, tu t'imaginais faire tous ces gestes? Non. Il y a un an, je ne m'imaginais pas faire ça 5 fois par jour. Il y a un an, je m'imaginais avoir de l'argent, des belles filles, des trucs qui servent à rien. Un an plus tôt, le quotidien d'Abdel, c'était plutôt la rue, les vols et les gardes à vue. Un père algérien, une mère australienne, Abdel ignorait tout de l'islam. Les gestes de la prière, il ne les connaissait pas. Il ne faisait pas non plus le jeûne du Ramadan. Abdel dit avoir appris dans des livres destinés aux enfants et aux débutants. Comme je ne parle pas spécialement arabe, on m'a offert ce livre. Et en une semaine, je connaissais déjà quelques sourates. Je savais déjà ce qu'il fallait dire pendant ma prière. Après voilà, c'est un livre qui apprend vite.
Qui t'a offert le livre? Un frère. Un frère? Un musulman que je connais, avec qui je suis souvent. Le jeune homme est très évasif sur ceux qui l'ont initié à l'islam. À l'époque, il accepte de nous conduire dans une librairie qu'il fréquente. À condition de ne pas indiquer son adresse, nous sommes autorisés à y filmer. Elle est aujourd'hui fermée. Celui-là, je vais l'acheter direct. À l'intérieur, la majorité des ouvrages font référence au salafisme. Qu'est-ce que ce courant de l'islam? Le jeune homme sait à peine répondre. Moi, je préfère ça. Parce que je sais que les salafistes, ils suivent pas les mêmes choses exactement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les salafistes, comment expliquer? Ils suivent les gens qui étaient... C'est pas qu'ils suivent les gens qui étaient proches du prophète, ils font les mêmes choses que lui, en fait. Le salafisme, c'est simple, ce que c'est le libraire qui va nous éclairer sur ce que signifie suivre l'exemple du prophète et de ses compagnons. Je crois que c'est ce qu'ils font les compagnons, en fait. C'est ce qui rapproche le plus. En arabe, c'est la salafia. Et la salafia, c'est l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, quand il fallait, je sais pas moi, couper la main d'un voleur, par exemple, eh ben voilà, ça c'est pas quelque chose qui a été inventé, c'est quelque chose qui a été révélé dans le Coran. Et ça, par exemple, des gens comme vous, vous allez dire que voilà, ça c'est une pratique de sauvage, c'est une pratique rigoriste. Voilà. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que nous, en tant que musulmans, on ne fait que suivre on ne fait que suivre la révélation. Être salafiste, c'est donc suivre l'islam des origines, tel qu'il a été révélé il y a 1400 ans, au temps du prophète Mahomet. Pour le libraire, cela veut dire appliquer strictement la charia, la loi de Dieu. Vous avez une loi, et nous, on en a une autre. Et les deux, ils ne peuvent pas se mélanger. Donc chacun reste chez soi. Chacun ses lois. Tout simplement. Oui, mais là, vous êtes en France. Comment vous faites? Eh ben, on part, tout simplement. Hein? On va chercher à partir, tout simplement. Ah bon? Ah bah oui. Ah oui, c'est ça, on peut pas être musulman et vouloir pratiquer sa religion correctement et rester en France. C'est pas possible. C'est impossible. Comment on peut pratiquer la religion en France? Beaucoup de jeunes salafistes vont vivre au Yémen, en Égypte. Certains sont aussi partis faire le djihad en Syrie. Au nom de sa foi, Abdel se disait alors prêt à partir lui aussi en Algérie. Moi, si demain j'ai l'occasion de trouver un travail à l'étranger, dans mon pays, avec une maison, tout ça, je pars. Ton pays, c'est-à-dire? L'Algérie. Pourtant, tu as la nationalité française. Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Le jour où je suis né, je pouvais pas parler, je pensais pas, j'étais pas conscient, on va dire. Nos parents, ils sont venus en France, pourquoi? Pour que nous, on ait une bonne éducation, pour plein de choses comme ça. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, si on regarde bien, il faut dire la vérité, on va pas généraliser non plus, mais tous les Noirs et les Arabes, il faut voir où est-ce qu'ils sont. Tous dans des cités, les trois quarts. C'est un message pour nous dire dégager. En gros, c'est ça. C'est un message pour nous dire rentrer chez vous. Un sentiment de rejet. Est-ce cela qui a poussé Abdel vers le salafisme? Nous n'en saurons pas plus. Il est aujourd'hui en détention pour trafic de stupéfiants. Le salafisme est un courant très présent sur Internet. Les imams qui prêchent en France retransmettent volontiers leurs conférences, leurs discours, comme Rachid Abou Deifa, l'imam qui condamnait la musique. Après les attentats de novembre dernier, sa mosquée à Brest est perquisitionnée, comme d'autres lieux de culte et associations salafistes. Aucune suite judiciaire n'est donnée. Lui a toujours dénoncé la violence commise au nom de l'islam. Écoutez ce qu'il déclare au lendemain des attaques de Paris et de Saint-Denis. Ces actes inqualifiables, ces actes barbares commis par des terroristes hier à Paris, qu'on le veuille ou non, c'est des actes revendiqués au nom de l'islam. D'où l'importance de se justifier, de rappeler haut et fort, avec fermeté, clairement, sans ambiguïté, que ces actes n'ont rien à voir avec l'islam. En France, la très grande majorité des salafistes condamnent la violence. En revanche, ils prônent un islam rigoriste, parfois dans des instituts religieux. Là non plus, nous n'étions pas les bienvenus.
Alors, nous avons décidé d'infiltrer l'un d'entre eux. Nous sommes en janvier 2013. 2 de nos journalistes, une femme et un homme, se présentent comme de jeunes musulmans qui s'intéressent au salafisme. Ils sont équipés de caméras cachées. Vous pouvez entrer. L'Institut propose des cours d'arabe et de religion pour les enfants et les adultes. Salam alaikum. C'est où que se passe le cours? Côté hommes, ils sont une dizaine. Certains portent la tenue et la barbe des salafistes, d'autres non. Moyenne d'âge, entre 20 et 30 ans. Les femmes, elles, se rendent dans une salle mitoyenne. Salam alaikum. Salam alaikum. La mixité en dehors du mariage est proscrite. Toutes portent le djilbab, un grand voile qui cache le corps excepté le visage. Elles suivent le cours par l'intermédiaire Est-ce que ça fait de lui un musulman? D'un haut-parleur. Il n'est pas palpable. Devant nous, l'orateur développe une idée. Le Coran ne peut pas être interprété. Plusieurs fois, il s'en prend aux intellectuels musulmans qui veulent moderniser le texte sacré. Les intellectuels musulmans, qui veulent expliquer les textes du Coran et de la Sunna selon leur raison, selon leur vécu, selon leur passion. Et ils parlent bien, ils passent avec bien habillés. Ils disent oui, j'ai fait telle étude, j'ai le droit de parler. Et tu vois qu'en fait, tout ce qu'il dit comme propos, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. L'orateur bannit toute lecture non salafiste. Il interdit les ouvrages de ceux qu'il appelle les innovateurs, c'est-à-dire des autres courants de l'islam. Interdit aussi les ouvrages des koufars, les non-musulmans. On doit se détacher de tous les livres des gens de l'innovation et, d'une manière générale, des gens de la déviance parmi les livres des koufars, des philosophes, des innovateurs et autres. L'imam a mentionné les philosophes. Nous voulons en savoir plus. Nous disons être étudiants, lecteurs justement des penseurs des Lumières comme Rousseau ou Montaigne. Ces textes sont-ils vraiment proscrits à ses yeux? Et toujours en tant que, voilà, ça reste du faux, tu vois. Et dès que t'es plus sommé de les lire, détachement. Conseiller d'arrêter après. Ah ouais, d'arrêter, c'est comme ça là, c'est pas parfait. C'est des livres qui ramènent justement tout le doute. À l'entendre, la lecture des philosophes constituerait un danger pour la foi. Qui a été sauvé qui est rentré dans ce genre de choses qui a été sauvé. Mais vraiment, pour être préservé d'ambiguïté, il faut vraiment, c'est la science religieuse qui dit. Plus tu apprends, plus tu vas remplir plus tu acquiers des certitudes. En gros, c'est ça. On va commencer avec Après 2h30 de cours, les élèves ne s'attardent pas. Impossible pour nous d'établir un dialogue. Aujourd'hui, le centre dispense toujours ce type d'enseignement. Quelle influence ces paroles ont-elles sur ceux ou celles qui les entendent? Comment vivent au quotidien les femmes qui affirment suivre la salafia? Début 2013, nous avions pu rencontrer l'une de ces femmes lors d'une conférence. Une association non salafiste organise un débat sur le mariage destiné aux musulmans. Dans l'assistance, nous remarquons une femme qui porte le niqab, le voile intégral. Nous décidons de l'aborder alors qu'elle fait son shopping en marge du débat. J'ai gris, j'ai noir, bon ça choque un peu plus. Donc quand je mets du noir, je mets les gants et le niqab marron pour que ça passe un peu mieux. Un peu fashion, voilà. Mais moi là-bas je suis très coquette, très. Cette jeune femme qui aime la mode ne se revendique pas salafiste. Elle affirme pourtant vouloir vivre elle aussi comme au temps du prophète. Par exemple, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles portaient le niqab. Donc on se dit, si les hommes doivent suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous les femmes, qui on doit suivre? Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'appellerons Jessica, elle a 19 ans et accepte de nous revoir. À l'époque, elle porte le niqab même dans la rue, comme ici en plein cœur de Paris. Elle le sait bien, elle est hors la loi. En France, le port du voile intégral est interdit dans les espaces publics. Moi, ma vie, elle change pas qu'il y ait la loi ou pas. J'ai envie de vous dire,
La police, elle m'arrête. Je fais preuve de patience, c'est une épreuve. Alhamdoulilah, je m'en fiche. Et vous êtes arrivé à arrêter? Oui, 2 fois. Et ça se passe comment? Ça se passe comment? Moi, ça s'est pas si bien, en général, alhamdoulilah, parce qu'ils ont vu que de toute façon, j'allais pas l'enlever. Quoi qu'il arrive, et ils le savent très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils nous demandent, ils viennent nous voir, ils nous disent oui, vous savez que c'est interdit. Je leur dis bien sûr que je sais que c'est interdit. Après, ils me disent vous devez cesser cette interdiction sur le champ. Je dis mais je la cesserai pas, désolé de devoir vous le dire, mais je la cesserai pas. Après, ils me disent vous devez nous suivre au poste, mais avec plaisir, il n'y a pas de souci, je vous suis au poste. Un père d'origine cubaine, une mère d'origine marocaine. La jeune femme s'est tournée vers la religion au lycée. Elle est célibataire, elle vit alors chez sa tante, mais ne souhaite pas nous accueillir chez elle. Son mode de vie, Jessica le puise dans des livres. Elle accepte de nous les montrer. C'est quoi ce livre? C'est quoi? C'est les bons comportements des... Fatwa des femmes. C'est les grands chirs. Donc Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Taymin et d'autres. Ces auteurs sont des religieux saoudiens, considérés comme les théoriciens du salafisme. Ils prônent des pratiques qui datent de l'époque du prophète Mahomet. Vous vous posez quel type de questions, par exemple? Des questions de femmes. Ouais, après c'est vraiment ciblé sur les femmes. Donc là, je vous avoue que j'ai un peu de pudeur par rapport à ça. Par exemple, là, si on pouvait serrer la main à un homme. Mais non. L'une des références de Jessica s'intitule « Conseil aux femmes musulmanes ». On y trouve en détail les règles de la vie conjugale selon les salafistes. Par exemple, l'épouse ne doit pas dépenser les biens de son mari sans son autorisation. Elle ne doit pas non plus sortir de chez son époux sans son autorisation. Une dernière obligation que Jessica accepte et justifie. C'est dit dans le Coran que la femme, c'est mieux pour elle qu'elle reste à la maison. Pourquoi? Parce que c'est un danger pour elle de sortir dehors. Bon, danger pourquoi? Regardez ce qui se passe dehors, juste 2 secondes. Les femmes, elles se font violer, elles se font agresser. On n'entend jamais un homme, il s'est fait enlever, un homme, il s'est fait violer. On n'entend pas ça, vous êtes d'accord avec moi? Donc voilà, c'est par rapport à ça que Allah, il a dit quoi? La femme, c'est mieux pour elle qu'elle reste chez elle, ou alors qu'elle prévienne son mari où elle va. Comme ça, s'il se passe quelque chose, le mari, elle sait où elle est et peut venir la chercher. Dans ce que vous dites, c'est normal que la femme soit soumise à l'homme. Elle n'est pas soumise à l'homme, elle est soumise à Allah. Différence. Pour Jessica, tout ce qui est écrit dans ce livre est à prendre au pied de la lettre. Comme cette autre affirmation, la majorité des habitants de l'enfer sont des femmes. La majorité des habitants de l'enfer sont des femmes. Vous êtes d'accord avec ce qui est là-dedans? Bien sûr, mais c'est des choses retirées du hadith et du Coran aussi. Pourquoi il y aura beaucoup de femmes en enfer? Parce que les femmes, elles sont très médisantes. Moi, je sais, je suis une femme, je vous le dis. Elles font que de critiquer toute la journée. Enfin, c'est que des choses comme ça toute la journée. Elles sont jamais contentes. Elles critiquent leur mari, et voilà, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça déjà qu'aussi, il y aura beaucoup de femmes en enfer. Entre être médisante et se retrouver en enfer, il y a quand même une marge. Après, elles peuvent faire qu'un laps de temps en enfer et ensuite aller au paradis. Nous avions rencontré Jessica une dernière fois. Elle était avec une amie. Elle nous disait alors travailler dans un centre d'appel, dans lequel son patron lui demandait juste de découvrir son visage. Son rêve à l'époque, quitter la France, le pays où elle est née. Votre futur, vous le voyez comment? J'espère être mariée, avoir un mari pieux, qu'Allah m'en accordant. Et partir de la France déjà aussi. Vivre ma foi en fait. Je veux vivre pour Allah et dans l'adoration d'Allah. Donc, Vous voulez partir où? Yémen, Inch'Allah, ou l'Arabie Saoudite, ce serait bien. Mais bon, pour un bout de tissu sur mon visage, je suis hors la loi. Donc voilà, là-bas, je serai libre. Depuis notre tournage, nous avons perdu la trace de Jessica. Des femmes, nous en avions rencontré d'autres, à l'occasion d'une soirée privée. Sur une page internet où échangent des salafistes, nous avions repéré une annonce pour une soirée 100% femmes. Des rencontres comme celle-ci, il y en a régulièrement, encore aujourd'hui. Nous tournons le 2 mars 2013. Une péniche a été privatisée pour l'occasion. Notre journaliste va s'y infiltrer muni d'une caméra cachée. Salam alaikum. En préambule à la soirée, une après-midi shopping a été organisée. Il y a des dizaines de stands. À la vente, produits cosmétiques importés du Moyen-Orient ou vêtements traditionnels, dont le fameux djilbab. Ah, c'est Dubaï, ça vient de Dubaï? Ah ouais. J'ai dit, mais c'est assez sur Dubaï. T'as du microfibre léger pour l'été, tu vois. T'as un peu plus d'épais pour l'hiver, tu vois. Au niveau des djilbabs, t'as un peu de tout. Il y a aussi des jouets d'éveil islamique destinés aux enfants en bas âge. C'est des veilleuses avec le Coran, comme c'est des veilleuses. C'est mignon, c'est sympa, les mamans elles adorent, les
enfants aussi. La 26 de Ras Surat. Ouais. Ou encore cette tablette. Les prières, les doigts du matin quand tu te réveilles. Parmi les femmes que nous croisons, des mères. L'une d'elles se plaint de l'école laïque, et notamment des chants que les maîtresses apprennent aux enfants, notamment à Noël. T'as quel âge? 4 ans. 4 ans, bah t'es grande. Les écoles publiques, franchement, c'est catastrophique. Allez, en maternelle, alors, ils apprennent des chansons, les comptines, Noël, Père Noël, il est venu, comme par hasard, il est venu, j'étais pas au courant, si j'aurais su, je l'aurais pas ramené à l'école. Et après, quand j'ai cherché à 4 ans, elle m'a dit, oh, il y a les Père Noël, je lui dis que ça n'existe pas. Moi, j'ai été direct, je lui dis la vérité. Une autre évoque avec fierté une dispute entre sa nièce et la maîtresse. Justement, ma soeur m'a raconté hier, elle s'est fait punir parce qu'elle a dit à sa maîtresse, c'est pas ça qui commence, le jour avec Cyril, ça s'est passé comment avec ta maîtresse? Pourquoi elle t'a puni? Parce que j'ai dit que non, c'est chef, elle a dit non, c'est moi la chef, et après elle m'a puni dehors. Toi tu lui as dit quoi? Tu lui as dit que c'était qui le chef? À un autre stand, une femme explique pourquoi il faut refuser certains actes citoyens. Il y a des choses qui peuvent te faire entrer dans la mécréance, que tu le saches. Par exemple, voter, signer à la mairie pour faire l'acte de mariage, c'est interdit. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis qu'il faut apprendre la vraie religion. Et puis soudain, cette femme nous pose une question personnelle. T'es mariée ou pas? Non. Tu cherches pas à te marier par hasard? Bah si, quand même. Elle nous propose de trouver un mari avec l'aide de sa fille. Elle l'appelle au téléphone. Non, elle n'a jamais été mariée. Elle est étudiante, elle finit ses études-là et elle compte, voilà quoi. Et l'origine, ça vous dérange pas de la personne? Non, ça me dérange pas. Bah, quelqu'un qui a, si c'est on va dire un malien ou au niveau de la couleur. Nous reprendrons contact. L'après-midi se termine et nous allons découvrir que cet islam rigoriste peut aussi laisser place à la fête. Il est 20h. La musique fait partie de ce que les salafistes classent parmi les interdits. Alors les organisateurs ont engagé un orchestre particulier. Un groupe de femmes pour des chants religieux, accompagnés de tambours, seul instrument autorisé. Au fil de la soirée, entre elles, les femmes vont s'amuser et danser. Allô? Oui. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Zahira. J'ai rencontré... Le lendemain, nous appelons le contact pour la proposition de mariage. Elle me disait que... Parce que moi, je sais qu'il y a un copain à mon mari qui cherche à se marier, là. Je peux toujours faire une mukabala. C'est quoi une mukabala? Non, je sais pas. En fait, c'est bien, tu vois, le frère, tu vois. Mais en fait, c'est pas une demande en mariage, mais rien du tout. C'est juste, vous voyez, est-ce que vous êtes compatible ou pas, tu vois. Nous avions pris rendez-vous 2 jours plus tard, en banlieue parisienne. La mukabala, la rencontre, va se dérouler dans l'appartement de la femme que nous avons eue au téléphone. Alhamdoulilah. Merci de m'accueillir, hein. Ouais. Nous filmons en caméra cachée. Merci, barakallahu fik. 2 hommes arrivent, portant barbe et djellaba. Salam alaikum. Salam alaikum. En djellaba à carreaux, le salafiste qui cherche une épouse s'installe face à nous. Il est accompagné par l'homme de la maison qui fera office de chaperon. Comme le veulent les règles de la mukabala, ce tuteur reste présent pendant toute la rencontre. Ça fait pas très longtemps que je suis dans la religion, donc... Le prétendant évite notre regard. Français d'origine marocaine, c'est un commerçant de 28 ans. Très vite, il nous dit ce qu'implique le mariage, selon lui, pour la femme. Sortir sans demander la vie de mari, c'est pas sortir avec son mari. Ça sert à rien de sortir tout le temps avec des copines. Il y a des priorités dans la vie, quand apprendre la religion, quand avoir des bonnes copines, et laisser des mauvaises. Les mauvaises, selon lui, ce sont les non-musulmanes. La discussion se poursuit. Si tu te maries, est-ce que tu aimerais bien que ta femme travaille? Est-ce que pour toi c'est pas obligé? Enfin, je sais pas. Quand il y a toutes les conditions qui te permettent de travailler, c'est-à-dire qu'il y a pas bien, etc. Que ça ne prend pas, ça ne prend pas. Une forme de
familiale et son temps pour la religion. Voilà. Le tuteur, lui, est plus catégorique. C'est difficile, je veux dire aussi, pour un travail, tu vas pouvoir t'occuper de ton foyer, de ton mari, de tes enfants, tout en travaillant. Et, tu vois ce que je veux dire, voilà. Le mieux, c'est de faire des enfants, ils sont super. Voilà. Au bout de 2 heures, nous abordons le thème de la polygamie. Elle est autorisée par un verset du Coran. L'homme semble d'abord nous laisser le choix. J'ai juste une petite question là. C'est sur le fait d'avoir plusieurs femmes. Je veux juste savoir si toi, c'était ton souhait. Si jamais tu acceptes la loi d'Allah comme quoi l'homme doit avoir plusieurs femmes, il n'y a pas de problème. Si tu refuses que ton mari ait plusieurs femmes, il n'y a pas de problème. Si tu as jeune, si tu vois, il n'y a pas de problème. Pas de problème, à condition en fait d'accepter le principe de la polygamie et surtout de ne jamais le remettre en question. Et si tu renies le verset en disant ce verset-là, moi je ne peux pas l'accepter, bah là c'est grave parce que tu as rejeté ce qu'Allah a imposé et ce qu'Allah a autorisé. Ça fera de toi quelqu'un qui sort. Pour épouser cet homme, il faut donc accepter qu'il puisse avoir plusieurs femmes. En France, un époux polygame risque jusqu'à 1 an de prison. Plus tard, l'homme voudra savoir si nous souhaitons l'épouser. Nous n'avons pas donné suite. Un document pour partie tourné, je vous le rappelle, dès 2012, puis 2013. Et maintenant, une enquête sur l'hébergement d'urgence à destination des sans-abri et des mal-logés. Oui, et cela revient à décrire un engrenage humain et financier. Faute de place, une grande partie de l'hébergement d'urgence des sans-abri se fait à l'hôtel. Des solutions qui devaient durer quelques mois et qui s'éternisent des années. Pour l'Île-de-France, sur les 80 000 personnes hébergées chaque nuit, près de 35 000 sont logées à l'hôtel. Alors comment en est-on arrivé là ? Vous allez voir comment certains hôteliers s'enrichissent sur le dos de la misère. Un reportage de Laurent Hakim et Pauline Juvigny. C'est la ville en Île-de-France la plus concernée par l'hébergement d'urgence. Saint-Denis, aux portes de Paris, dans le quartier de la Plaine, on trouve des résidences hôtelières comme celle-ci. À première vue, on y accueille des touristes, c'est même marqué dessus. En fait, c'est une vaste résidence sociale, dévolue à l'hébergement d'urgence. Une fois dans les couloirs, nous découvrons sur 5 étages et en enfilade les 150 logements de la résidence. Et quand nous interrogeons les occupants, leur situation ne laisse plus aucun doute. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Oui, oui. Combien de temps? Depuis mars 2010. Depuis 2010? 2010. Ça fait 5 ans. Ouais. Mais... Cet homme est hébergé ici avec sa famille depuis plus de 5 ans par le 115, le SAMU social. Il nous conduit chez l'un de ses voisins dans la même situation. Et tous deux sont bien conscients du prix que coûte cet hébergement à l'État. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Quoi qu'il en soit, c'est plus de 1 600 €. C'est-à-dire avec ça, tu peux louer des studios. D'un étage à l'autre, d'un couloir à l'autre, la situation est la même pour la plupart des occupants. Comme cette famille de 5 personnes logées depuis 3 ans facture 105 000 € réglés par l'État. C'est le 115 qui vous a placé ici? D'accord. Et ils vous ont dit quand est-ce que ça se finirait? Vous savez quand est-ce que... Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas? D'accord. Il y a beaucoup de monde ici, c'est rempli? Tout le monde? Tout est rempli, il y a du monde. D'accord. Tout le bâtiment, la tour. Tout le bâtiment? Mais la note la plus élevée de la résidence revient certainement à cette autre famille. Bonsoir, on va faire bientôt un reportage. Depuis 2006. Vous êtes parmi les plus anciens? Oui, que le SAMU social paye pour nous, et par nuit, par personne, on est 5 personnes, une fortune qu'on aurait pu payer dans un appartement. Une somme de 312 000 € payée par l'État pour loger cette famille depuis 9 ans. Au total, ce sont, rien qu'en Île-de-France, près de 200 millions d'euros dépensés en 2014 dans des nuits d'hôtel. Nous avons tenté de comprendre comment ce provisoire si précaire est devenu si durable. Pourquoi en 10 ans, le nombre de nuits d'hôtel a été multiplié par 15. On est rentré dans une machine infernale, passant de 2000 nuits il y a 10 ans à 30 000 nuits aujourd'hui. Pour l'État, la facture est toujours plus lourde.
Et cet argent public permet à des hôteliers de s'enrichir, avec à la clé des millions d'euros de chiffre d'affaires. Petit à petit, tout mon patrimoine était mis dans D'accord. social. Ça représentait 3000 lits chaque nuit. Vous aviez combien d'hôtels? Il y avait une quinzaine d'hôtels. Nous avons découvert que pour certains commerçants peu scrupuleux, cette activité hôtelière est même devenue un vrai business de la misère. L'Île-de-France est la région qui bat tous les records. Ici, l'hébergement provisoire s'éternise. Près de Paris, le SAMU social s'est même doté d'une centrale de réservation hôtelière. Bonjour monsieur, c'est le SAMU social de Paris. Une plateforme téléphonique répartie par département. Cathy s'occupe de la Seine-Saint-Denis. La chambre 10 à l'hôtel La Courneuve, Renouveau La Courneuve, elle est disponible déjà ou pas? On peut vous envoyer quelqu'un? Oui. On a une liste d'hôtels qu'on appelle tous les jours pour savoir s'ils ont des disponibilités. Après maintenant, eux, automatiquement, ils le font aussi, ils nous appellent pour nous donner leur disponibilité. Vous avez un catalogue de combien d'hôtels alors? Plus de 500. Hein. Au total, 550 hôtels refuges en Île-de-France. Depuis plus d'un an qu'il pilote le SAMU social, Éric Pliès dénonce les dépenses exponentielles de ces hébergements hôteliers. Presque 600 familles sont à l'hôtel du SAMU social depuis plus de 5 ans aujourd'hui, ce qui nous semble totalement aberrant. Et ça vous coûte une fortune, c'est 80% de votre budget? Ça coûte une fortune à l'État, d'abord, à la ville de Paris ensuite, et donc aux collectivités publiques. Donc ça coûte une fortune, oui, aux contribuables, et c'est plus de 80% du budget du SAMU social, puisque c'est près de 180 millions cette année. Les besoins d'hébergement ne cessent d'augmenter, et la facture avec. Éric Pliès le confesse, dans ce système, les hôteliers ont pris le pouvoir. Ils savent que de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de travailler avec eux, et que si à un moment donné on lâche un hôtelier parce qu'on trouve qu'il exagère dans ses tarifs, on risque de revenir une semaine plus tard parce que tout d'un coup on a eu un afflux de demandeurs, peu importe, hein, ça peut être un squat qui ferme, une série d'expulsions avant l'hiver, et on va revenir vers eux. Donc de toute façon, aujourd'hui, ils ont les cartes en main. En position de force, les hôteliers tirent profit de cette situation. Jusqu'aux confins de l'Île-de-France. À 60 km au sud-est de Paris, nous voici dans les faubourgs de Melun. Ce jour-là, l'hôtel flamboyant à Lieu-Saint affiche complet. 47 familles y sont logées par le SAMU social. À la même date, à Rubel, ce Formula abrite 17 familles. Et son voisin dans la zone commerciale, complet lui aussi, loge 35 familles. Et on le devine après un coup d'œil sur le parking, de nombreux enfants. Un marché lucratif qui explique peut-être la discrétion des hôteliers. Aucun de ceux que nous avons rencontrés ne souhaite être interviewé. Nous avons recueilli quelques propos en caméra cachée. Ce gérant confirme que l'hébergement d'urgence est une très bonne affaire. Mais c'est pas parce que je l'ai acheté à un hôtel ou j'ai acheté ici pour que je l'aide les gens, pour que les gens ne restent pas à la rue. Non, c'est pas pour ça. C'est le business, c'est le travail. Taux de remplissage, 90%, plus même. Je peux dire même 95%. Il n'y a aucun hôtel qui remplit à 95%. Non? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hôtels qui travaillent avec les sociales. Remplissage garanti. Ce business, certains hôteliers l'ont bâti à grande échelle pour une rentabilité hors du commun. Nous retournons à Saint-Denis, dans la résidence hôtelière de 150 logements. Luciano et sa famille, réfugiés roumains, vivent ici depuis plus de 5 ans. Ça vous gêne pas? Non. Gentil, merci. Ils sont 9, répartis dans 2 studettes d'environ 25 mètres carrés chacune. Ici, dans les 3 filles. Ici, moi et ma femme et la petite. Les 3 garçons qui dans l'autre chambre. Dans l'autre chambre à côté. Voilà. L'autre chambre, la voici, mitoyenne de la première. Donc ça, Luciano, c'est la 2e chambre? Oui. Ici, c'est les 3 garçons. Un là-bas, un ici et un par terre. Voilà. Dans la résidence, Luciano et sa famille sont une aubaine pour le gérant. Ils sont 9. À raison de 20 € par personne et par nuit, le SAMU social verse à l'hôtelier pour les loger plus de 5 300 € par mois.
Et pour toute la résidence, le gérant encaissait en 2013 près de 2,5 millions d'euros d'argent de l'État. Pour comprendre la rentabilité de cette activité, nous nous rendons dans une agence immobilière située à 2 pas de la résidence. Nous cherchons à savoir combien se loue un logement équivalent à celui de notre famille roumaine dans le même quartier. La réponse, c'est Olivier Bell qui va nous la donner. Justement, il en a quelques-uns à la location. Studio meublé, même quartier, même superficie, comme ce logement qui cherche preneur. C'est un bel appartement, meublé, bon état, jolie partie commune. En fait, il n'y a que le prix qui change. 20 mètres carrés, 550 €. 550 € par mois pour un studio. La différence est impressionnante. Pour la même surface, l'État, lui, débourse 5 fois plus dans un hôtel d'urgence. De quoi aiguiser les appétits, comme celui de cet hôtelier qui, il y a quelques mois encore, gérait la résidence de Saint-Denis, au plus fort de son activité. Il administrait une dizaine d'hôtels d'urgence pour un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros par an. Il a refusé d'être interviewé. Nous filmons notre rencontre en caméra cachée. Bonjour, monsieur Hakim. Quand vous gérez 15 résidences pendant 15 ans, le SAMU social, c'est bien, ça rapporte. D'accord? S'ils payent 20 € chez nous par personne, hein, on est peut-être les gens qui sont les mieux payés. C'est parce qu'aussi ils savent qu'est-ce qu'on peut faire nous. D'accord? Quand vous hébergez 475 personnes dans une résidence, tous des cas sociaux, il y a 150 gamins que personne ne surveille, venez vivre avec moi une journée, supportez chez Journal. À l'écouter, il ferait œuvre humanitaire. À l'évidence, il a fait de très bonnes affaires grâce à l'argent de l'État. Mais comment ce business hôtelier tout à fait légal a pu à ce point prospérer? C'est à Toulouse que nous allons le comprendre. Ici aussi, les hôtels sont très sollicités. Pas d'autre choix, les foyers d'hébergement d'urgence sont tous saturés. Comme l'Escale, un foyer géré par la Croix-Rouge. En fin d'après-midi, la quarantaine d'occupants rejoignent leur hébergement. Depuis sa création en 2010, le centre affiche complet. C'est l'heure pour Najib de se rendre au réfectoire où le dîner est offert. Najib est un ancien cuistot. Il raconte que quelque chose s'est cassé en lui, qu'il a baissé les bras, jusqu'à devenir SDF pendant plus d'1 an. À l'heure de la pétanque, Najib a déjà regagné sa chambre. Ses loisirs à lui, c'est plutôt la littérature. Cette petite pièce qu'il occupe depuis 3 mois, il n'en a pas voulu tout de suite. Désormais, il y est pour longtemps. Moi, j'avais toujours peur. Bon, d'accord, 2-3 nuits au chaud, prendre une douche, bien. Et après, je revenais dans mon squat, c'était mort. Donc, je refusais, puis je tombais vraiment grave. J'ai carrément perdu la voix, je parlais plus, quoi. Et là, il me dit, bon, là, c'est sûr, 1 semaine. Et puis, la semaine s'est transformée en mois. Et j'ai réussi à me faire stabiliser, c'est-à-dire que je suis là pour une période indéterminée. Ainsi, l'urgence se transforme en accueil de longue durée. Pour la responsable locale de la Croix-Rouge, moins de mouvement, c'est de fait moins d'hébergement. Il y a des personnes des fois qui sont aussi très loin des autres types de structures, voire du logement, donc à qui il va falloir du temps pour se construire, se reconstruire. Après, il y a des personnes aussi qui auraient la possibilité de partir sur d'autres centres de réinsertion, si ce n'est que là aussi il y a tellement de demandes, et bien, il y a aussi des délais d'attente qui sont extrêmement importants, hein. Même en créant des places, l'État pensant que ça y est, ça va pouvoir répondre à la demande, et chaque fois il y a toujours plus de personnes qui se retrouvent en manque de place. Jamais assez de place, c'est le problème récurrent pour le service d'urgence du 115. On n'a pas de place là ce soir, c'est complet, madame. Très très difficile de trouver une place couple sur Toulouse, hein. C'est saturé. Bonjour monsieur. À Toulouse, c'est devenu le service d'urgence qui dit non. Alors, dans l'immédiat, c'est pas possible parce qu'on n'a pas de disponibilité. Porque por el momento no sé si hay una plaza. Et le refrain se décline dans toutes les langues. Allô?
Vous êtes toute seule ou avec... Oui, avec mon mari et mon fils. D'accord. Valérie et ses collègues se sont même mises en grève il y a quelques semaines et pour la deuxième année de suite. Elles refusent 2/3 des demandes chaque jour. Même le cas de ce père de famille ne trouve pas de solution ce soir. Quoi ? Je vis sans logement avec ma famille. J'ai une enfant de 3 ans avec moi. C'est bouché, les gens ne peuvent rien faire pour nous. On fait quoi? On m'a dit de faire le 115. J'ai dit c'est tout ce qu'il y a à faire, alors je me retrouve avec les routards, avec ma gamine qui a pas 3 ans. Au niveau de l'hygiène, c'est pas terrible, non? Alors, le problème, c'est que vous n'allez même pas vous retrouver avec qui que ce soit parce que là, pour le moment, on n'a aucune solution par rapport à l'hébergement d'urgence de famille. Et si ma femme vous appelait avec son enfant, vous feriez quelque chose ou ça serait pareil? Ça sera pareil, malheureusement. C'est devenu grave. En ce qui concerne les familles, on dit non parce qu'on sait, on a sollicité les services de l'État dans la journée qui ne nous donnent pas de solution. Donc, ce soir, il y aura des familles qui dorment dans la rue, oui. C'est sûr. Ah oui, c'est sûr, oui. C'est sûr. Comme les foyers sont saturés, il reste l'hébergement à l'hôtel. Dans le catalogue du 115, il y en a une dizaine. Ces hôtels, les voici. En périphérie, avec des chambres à 40 € la nuit. En centre-ville, où la note peut atteindre plus de 70 €. Comment ces chambres sont-elles attribuées? C'est ici que tout se décide, dans les locaux de la préfecture. Chaque demande d'hébergement hôtelier est étudiée selon des critères bien définis. Et c'est Florence Vilmus, alors sous-préfète, qui a le dernier mot. On a une attention toute particulière pour les nourrissons. Une famille avec un nourrisson, c'est une priorité pour nous. A contrario, on a une attention toute particulière aussi pour les personnes très âgées, qui objectivement sont plus fragiles que les autres. On a une attention particulière aussi pour l'état de santé des personnes, notamment une personne qui souffrirait d'une pathologie qui nécessite un suivi. Ça, ce sont des critères qui sont indicatifs, si je puis dire. Ils ne sont pas systématisés, puisque, encore une fois, on tient beaucoup à l'évaluation au cas par cas. Ces critères semblent restrictifs et pourtant la facture hôtelière explose. En 2014, l'État a payé ici 620 000 € en nuitée d'hôtel, une facture en hausse de plus de 25 %. De l'argent public parfois dépensé pour des chambres à l'hygiène très douteuse. Nous en avons loué une dans un établissement situé en plein centre de Toulouse. Bonjour monsieur, je voulais savoir si vous aviez une chambre pour ce soir, pour 2 personnes, juste pour une nuit. Notre chambre à 40 € est la dernière disponible. D'apparence ordinaire, elle est en fait sacrément défraîchie. Moisissure au plafond, la salle de bain laisse à désirer et les sanitaires sont à l'identique. En hébergement d'urgence, l'État paye donc 40 € pour un tel confort. Nous décidons de rencontrer d'autres locataires hébergés ici par le 115. À cet étage, 2 Africains sans papier nous ouvrent leurs portes. 2 colocataires d'infortune. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Vous habitez depuis longtemps? Ici? Ouais. Bon, quelques jours, c'est le 115 qui m'amène ici. C'est le 115 qui vous a amené? Oui, si 115 il ne m'attend pas. Ouais. C'est dehors dans la rue, parce que je ne connais pas aucune personne ici. On peut regarder juste après. Ils nous proposent de visiter leur chambre. Chez eux aussi, les conditions sanitaires sont déplorables. Des cafards morts jonchent le sol de la salle de bain. La douche est dans un piteux état. Mais pour eux, pas question de se plaindre. On m'a donné, j'ai dors dans la rue, on m'a pris là-bas, amené ici. Tu n'as pas de droit à appeler ça 15, là où tu m'as donné, c'est pas bon. Dans les couloirs, la saleté ne date pas d'hier. Nous cherchons à rencontrer la propriétaire. Notre caméra cachée enregistre ses propos. Quand vous prenez en longue durée des gens ici, ils détériorent. Des fois, ils ne veulent même pas ouvrir la chambre pour qu'on puisse faire le ménage. Venez, vous allez voir. La propriétaire veut nous expliquer pourquoi les chambres sont sales. Elle surgit dans celle-ci sans se soucier des occupants venez voir. Qui sont à table. Venez voir. Monsieur, là, excusez-moi de vous déranger. Au hasard, je rentre. D'accord. Oui, vous comprenez? Vous comprenez? Alors,
Le fait de manger dans les chambres serait donc, selon elle, la seule cause du manque d'hygiène. En 2014, cet hôtel a touché plus de 10 000 € grâce au 115. Depuis ce tournage, l'hôtel a fait des travaux. Mais avant ces travaux, il était considéré conforme côté sécurité, malgré son hygiène douteuse, et donc habilité à recevoir des gens en détresse. Nous retournons au 115 avec l'album souvenir de cette soirée. Valérie reconnaît son impuissance. Ouais, voilà. On sait qu'il y a des hôtels avec lesquels on travaille et qui sont pas corrects. Enfin, voilà, qui sont pas propres, les conditions sont mauvaises. Hein, donc c'est plus facile à 9h du soir ou à 10h du soir d'envoyer des personnes dans ces hôtels-là parce qu'il y a la proximité des transports en commun, du centre-ville. Et on travaille aussi avec des hôtels qui sont un peu excentrés et c'est plus compliqué. Des chaînes d'hôtels qui ont personne à l'accueil. Donc on peut pas y aller au-delà de 9h. Voilà, il y a des contraintes matérielles et techniques en fait, qui font qu'on est obligé de travailler avec certains de ces hôtels en centre-ville. Des établissements à l'hygiène déplorable, ou pire, à la sécurité défaillante, au point de mettre des vies en danger. Dans certains cas, l'État finance des hôtels qui ne sont pas aux normes. Longtemps muré, cet immeuble est en travaux. Fini l'hôtel d'urgence, ce sera bientôt un immeuble d'habitation. Le Paris Opéra n'a jamais rouvert après le drame de 2005. Ravagé il y a 10 ans par un incendie. Bilan, 24 morts et un constat, l'établissement n'était pas aux normes de sécurité. Un tel drame peut-il encore se produire aujourd'hui ? À Toulouse, c'est la mairie qui valide la conformité des hôtels. Une commission de sécurité se charge des contrôles. Aujourd'hui, c'est l'Excelsior, déjà visité et pris en défaut sur la sécurité incendie. Un avis défavorable a été délivré pour la poursuite de l'activité. Par prudence, le SAMU social a évacué ses pensionnaires. Bonjour. Le pompier, vous l'avez rencontré. L'hôtelier avait 1 an pour effectuer les travaux. Les a-t-il faits? Pardon? L'inspection commence. Jérôme Castel et son équipe passent l'hôtel au crible. Certains travaux semblent réalisés. Avant, dans les chambres, toutes les fenêtres étaient obstruées par des pare-soleil. Le propriétaire en a retiré une partie et le pompier vérifie que l'accès est possible pour les secours en cas d'incendie. Ça passe ça. La dimension totale n'est pas réglementaire, mais comme on a beaucoup de largeur, ça permet quand même de passer avec le matériel. Parce qu'avec l'équipement, avec l'appareil respiratoire et tout, il faut passer quand même. Il y a des enfants, c'est gardé par eux. C'est un bon point pour l'hôtelier, mais il y a encore des lacunes. À l'autre étage, une cale empêche une porte coupe-feu de se fermer. Et c'est interdit. Hein? Comment voulez-vous que je rentre des panières de linge qui font 30 kilos et les 500 serviettes que je viens de commander si je ne peux pas ouvrir la porte? Le jour où vous avez besoin, éventuellement vous mettez... Oui, monsieur, je vais l'enlever demain matin. On vous l'a dit la dernière fois, c'est valable sur toutes les portes coupe-feu. Plus grave, des extincteurs ne sont pas adaptés. Vous n'avez pas les bons extincteurs pour tout ce qui est fait électrique. Vous ne les avez pas. Il va falloir les mettre. C'est écrit là. Et pour finir, quand le pompier demande à l'hôtelier de déclencher son alarme incendie, alors il faut que je le trouve. Même avec la notice, c'est un peu laborieux. Vous l'avez pas regardé ça? Oui. De temps en temps, vous l'essayez. Ça y est, c'est bon, c'est fait. Allez. C'est fermé. C'est fait. Ça, il vous faut l'eau. Malgré ces approximations, la commission redonne à l'hôtelier un avis favorable, avec tout de même quelques réserves. Par rapport aux observations de la précédente commission, il a quasiment tout réalisé. Là où on va mettre l'accent aujourd'hui, c'est sur la formation du personnel et la réactivité s'il se passait éventuellement quelque chose. Où à mon avis, la faiblesse est là. Depuis, les services sociaux, débordés par les demandes, envoient de nouveau des familles dans cet hôtel. Que faire pour ne plus connaître de dérives et ne plus enrichir les hôteliers? L'État aurait bien une solution très économique, celle-là, construire de nouveaux foyers d'urgence. Facile à dire, difficile à faire. À Limay-Brévannes, le projet peine à sortir de terre.
Là, nous rentrons dans le terrain où devrait être construit un centre d'hébergement d'urgence. Bernard Baudry est bénévole au Secours catholique du Val-de-Marne. Il pilote le dossier du centre d'hébergement qui pourrait accueillir 80 personnes. C'est un bâtiment avec 4 corps, un petit jardin au-dessus et une seule entrée par laquelle les familles donc, vont pouvoir accéder à leur appartement. Ce foyer coûte 4 millions d'euros, entièrement financé par le Secours catholique. 4 millions, c'est ce que paie l'État pour héberger 80 personnes à l'hôtel pendant 7 ans. S'il était construit, ce serait donc une sacrée économie. Et pourtant, ce projet suscite la méfiance. Chez les voisins, pas très rassurés, comme M. Casanova, qui habite juste à côté. On a des doutes sur comment ça va fonctionner, au niveau des publics, au niveau voilà, des nuisances sonores éventuelles et des va-et-vient. Chaque fois qu'on se voit, on se demande tiens, les travaux, ils en sont où, etc. Donc, effectivement, là, on constate qu'il n'y a plus rien ne se passe, quoi. À Limeil-Brévannes, les travaux sont ailleurs. Ces HLM entraîneront bientôt un nouvel afflux d'habitants et donc d'enfants à scolariser. Et c'est bien l'argument avancé par la nouvelle municipalité pour bloquer la construction du foyer. J'essaye d'éviter d'avoir encore plus d'enfants dans mes écoles que je n'en ai à accueillir aujourd'hui, alors que je n'ai pas les classes physiques pour les mettre. La priorité d'un maire, parce que ce sont ses obligations, c'est le scolaire, l'état civil et la voirie. Ça n'est pas l'hébergement d'urgence. Ce n'est pas moi qui ai organisé ce projet et ce n'est pas moi qui l'ai validé. Donc, Pour plusieurs mois encore, le foyer d'urgence devrait donc rester un terrain vague, derrière une palissade. Nous revenons à Toulouse pour découvrir une autre forme d'hébergement d'urgence. Cette fois, bonne nouvelle, elle ne coûte rien du tout à l'État. Problème, elle est illégale. Allez, bien. Allez, roule. Ça s'est bien passé ta journée? Ici, des sans-logis comme Sébastien, père d'une petite fille, ont pris des décisions radicales. La réquisition d'immeubles inoccupés, laissés vacants par l'État. Comme ce bâtiment du ministère de la Défense. Il y a plus d'un an, Sébastien et d'autres personnes sans logement l'ont investi pour y loger 30 familles. J'ai pas entendu le mot magique. s'il te plaît. Pour la fillette, la réquisition c'est toujours mieux que la vie en camion. Tiens, ça. Leur vie d'avant. Tu veux des cornflakes avec quelque chose? Il faut expliquer aux enfants. Ils sont intelligents, les enfants. Alors, il faut vraiment leur expliquer, voilà, pourquoi on est là, pourquoi on fait ça. Et souvent, on me demande, mais tu te rends compte, je suis sûr que ça va pas à l'école. Ben non, à l'école, elle est première de sa classe. Ce matin, un huissier s'est présenté. La réquisition finit souvent par une expulsion. Mais le ministère ne va pas les déloger. Sébastien et les autres squatteurs ont quelques mois pour se retourner. Ils nous ont laissé l'année scolaire pour pouvoir rester sur ce lieu, ce qui est quand même une victoire. Et ça, si on a réussi à avoir ça, c'est parce qu'on a certainement acquis une confiance vis-à-vis des pouvoirs publics, notamment de la mairie, parce que voilà, ils voient que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de problème avec le quartier, que bah oui, que les enfants sont scolarisés, que les personnes cherchent du boulot, que voilà, c'est qu'on fait du boulot, on fait du bon boulot. Et c'est vrai que les bâtiments vides, il y en a des milliers de mètres carrés, et ici, il faut prendre l'exemple de ce qui se passe ici pour le reproduire ailleurs. Voilà, ça c'est important. On peut faire des choses, on y arrive. Si on se concerte tous ensemble, on peut y arriver. Tous ensemble, une solidarité que partagent tous les habitants ici, jusque dans la distribution de nourriture. Sébastien collecte des invendus auprès des supermarchés. Vous êtes 6 personnes, d'accord. Vous mangez tout, hein, du porc, tout, hein, d'accord. Et il les redistribue aux personnes de la résidence qui en ont le plus besoin. Tiens, ça tu vas prendre, une galette des rois. Voilà. Ça, bah oui, on va lui en donner 2 parce que ils sont nombreux. Et c'est 2 fois par semaine pour l'instant. À terme, on aimerait pouvoir nourrir toutes les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Ça permettra à des personnes de pouvoir mettre de l'argent dans autre chose que de la bouffe pour les enfants, pour des activités, pour des tas de choses. Depuis quelques mois, Sébastien a quitté le squat avec sa petite fille. Il est devenu travailleur social. Les autres familles, à leur tour, devront quitter la rue d'Alès avant la fin de l'année. Le bâtiment doit être vendu par l'État. Et quelques nouvelles depuis notre tournage à Limeil-Brévannes. Le Secours catholique a finalement eu raison de l'opposition municipale. La construction a commencé. Le centre d'hébergement pour femmes isolées avec enfants sera livré dans quelques mois. Notre nouvelle rubrique maintenant, le sens caché de cette semaine. Anouk, vous le consacrez aux youtubeurs. Alors expliquez-nous, qui sont-ils ?
Les youtubeurs, ce sont des jeunes qui postent des vidéos sur un site internet qui s'appelle YouTube. C'est pour ça qu'on les appelle des youtubeurs. Et nous, on s'est intéressé à ceux et celles qui font des vidéos humoristiques sur ce site. Donc, en fait, il y a beaucoup de reportages qui parlent de la façon, qui enquêtent sur la façon dont ils gagnent de l'argent. Mais nous, on a voulu travailler sur le contenu de leurs vidéos, savoir pourquoi ils ont un immense succès. Est-ce qu'ils ont inventé quelque chose? Qu'est-ce qu'ils disent, en fait, de leur génération? Alors, comment avez-vous procédé, Anouk, pour comprendre cette génération de youtubeurs? Alors, avec Guylain de Laval, qui a réalisé ce reportage avec moi, on a regardé des heures et des heures de vidéos sur YouTube. Et en fait, ça nous a rappelé la génération précédente, qui est un peu plus notre génération, parce qu'on est un petit peu plus vieux qu'eux. Donc ça nous a rappelé les débuts de Jamel Debbouze à la télévision, d'Omar et Fred, d'Éric et Ramzy, des Robin des Bois. En fait, toute cette génération Canal+, de la fin des années 90 au début des années 2000, qui avait marqué leur époque avec des vidéos, mais à la télévision cette fois. Donc on s'est amusé à comparer les vidéos de ces deux générations avec les stars de YouTube, Norman, Natou, Le Whoop, et aussi avec Jamel Debbouze, qui est un peu le fil rouge de ce décryptage. Alors voici donc la révolution des youtubeurs. Anouk, vous avez réalisé ce reportage avec Guylain de Laval. On dirait que quelque chose a changé dans l'histoire de l'humour. Nous sommes roumains, donc tu as du sang 100% roumain. Oui. Mais c'est pas pratique de pas avoir le sens de l'humour. Comment savoir quand il faut rire? C'est compliqué. En ce moment, il y a un nouveau délire dans les médias. Ils s'appellent Cyprien, Natou, Hugo tout seul, Norman, Mister V. Et ils sont partout, entre les mains, dans les poches, dans les têtes de tous les adolescents. À un moment donné où tu arrives à un verre qui s'appelle le verre de trop. Excuse-moi. Serveur, un verre de trop s'il te plaît. Un verre de trop? Ok, un petit verre de trop pour le monsieur. Merci mon grand. La particularité de ce verre, c'est que le mec stylé en toi est remplacé par un autre mec, qui est une sorte de grosse merde. On les appelle les youtubeurs. Et pour réaliser un petit peu qui ils sont, on vous a fait un dessin. Norman, par exemple. Sur YouTube, il a 7 millions d'abonnés. C'est-à-dire qu'il a environ 2 fois plus d'audience qu'Envoyé spécial à lui tout seul. Il a fait une vidéo qui a été vue 45 millions de fois. 13 fois plus que nos reportages. Ces dernières années, ces vidéos ont été vues 945 millions de fois, l'équivalent de 270 numéros de notre magazine. Oui, c'est pas tout à fait comparable, mais c'est juste pour vous donner une idée. Bref, les youtubeurs comme lui sont d'immenses rockstars qui n'ont plus du tout besoin de passer à la télévision. Les amis, tonnerre d'applaudissements pour Natou ici avec nous. Mais ils ont quand même accepté de nous parler. Oh là là, j'ai vraiment envie de regarder France 2. C'est comme une pulsion, je ne peux pas m'en empêcher. Oh vite, envoyé spécial. C'est mon rendez-vous hebdomadaire. Salut envoyé spécial, moi c'est Hugo, je suis connu sous le nom de Hugo tout seul sur YouTube. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui parce que comme ça je prouve à ma famille que oui, j'ai un métier. Et aujourd'hui je vous emmène dans mon univers avec le Whoop Gang. Là tu fais un truc de montage et en fait on verra pas quand je suis un bouffon mais que je fais fou. Je suis hyper content de participer à cette émission que je regarde depuis tout le temps. Moi, si aujourd'hui je vis cette vie, si aujourd'hui je m'exprime devant une caméra à la télé pour parler de ma vie, c'est parce qu'il y a des millions de personnes qui me suivent sur Internet. Gros merci à tous. Je voulais le dire. Si je le dis pas, je suis vraiment un bâtard parce que tous les gens qui seraient à ma place devraient le dire. Qui sont les stars de YouTube? Ont-ils inventé de nouveaux codes de l'humour? Quelle est la recette de leur succès? Les premiers youtubeurs français ont commencé un peu par hasard, il y a presque 10 ans, à envoyer des vidéos sur Internet pour s'amuser entre copains. Imagine, tu peux choisir n'importe quel super pouvoir. Tu choisis quoi toi? Mais moi je ferais de la barbe à papa avec les mains, comme ça. Et je pisserais du coca sur les gens. Voici Hugo et Norman. Ils avaient 20 ans. Je contrôlerais les pensées des gens. Wow. Ouais. Ce n'était même pas sur YouTube, mais sur un autre site, Dailymotion. Allez, ciao. C'est l'une de leurs premières vidéos. Allez mec. Bah dis donc Patrice, t'as la patate? Oh non, pas trop. Souvenir. Allez, viens avec nous boire un jus d'orange. Allez. C'est toi. Donc alors, Flipper, les nanettes? Ah oui, alors donc j'étais au Blue Rock, 2 super nanettes débarquent. Ouais. Et là, à ce moment-là, elle me propose de me faire une toile. C'est-à-dire, t'es allé au cinéma? Bah non. Je me suis fait une toile, quoi. À l'époque, j'étais au lycée dans une option cinéma.
Et mon meilleur pote Hugo, il était lui dans le même lycée, mais en option théâtre. Et puis un jour, on s'ennuyait un maximum chez moi et on s'est rendu compte que sur l'iMac, on pouvait allumer la webcam. Donc après, on s'est mis à faire plein de petites scénettes débiles. On les a mis sur Dailymotion pour nos potes. Et en fait, ça a rapidement fait 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues. Ce qui n'est pas incroyable aujourd'hui, mais à l'époque, c'était exceptionnel. On a fait ça pendant 3 ans par pur plaisir. Et puis un jour, ça a explosé. On s'y attendait vraiment pas du tout, quoi. 4 ans plus tard, Natou, la plus célèbre des youtubeuses françaises, se lançait elle aussi. Elle avait 26 ans. Quelle vulgarité! Dis-lui, je t'en prie, dis-lui, c'est important. Quand j'ai commencé à faire mes vidéos, j'étais policière, donc gardienne de la paix. Et je travaillais en patrouille de nuit, en patrouille police-secours. Et c'est vrai que j'ai eu envie peut-être de faire des vidéos pour apporter un petit peu de légèreté à ma vie et des choses... Parce que c'est vrai qu'on voit que les mauvais côtés de la société. Quand on travaille dans la police, c'est un peu dur et... Voilà, j'avais besoin de rigoler un petit peu, je pense, à ce moment-là. Il y a un côté rouge. Enfin, c'est Norman qui a connu le premier un immense succès avec cette vidéo sur un club de ping-pong. Je demande pourquoi et le monsieur explique qu'on peut faire des stratégies. 1 million de vues. Le beau gosse, c'est un leader. S'il se lève pour partir... La forme de ces vidéos est simple. C'est lui qui décide. Un jeune homme dans sa chambre qui parle face caméra. Le beau gosse, quand il se déshabille pour faire l'amour, il est sauvage. Excuse-moi, j'avais chaud. Ça veut dire que le mec, à chaque fois qu'il se déshabille, il détruit une chemise. Moi, je préfère ma méthode à moi. Et le procédé face caméra, c'était ton idée? Enfin, d'où ça vient? C'est parce qu'à l'époque, j'avais pas de moyens. Donc j'avais pas de perchman, par exemple, pour prendre le son. Ce qui fait que quand je voulais que le son soit de bonne qualité, il fallait que je sois proche de la caméra. Or, si je me mettais trop proche de ma caméra, on voyait que mon nez, c'était pas possible. Du coup, j'ai mis un grand angle pour qu'on voit un peu plus autour et que ce soit un peu plus large. Donc c'est une raison purement technique. Après, il y a beaucoup de gens qui ont repris ça sans savoir pourquoi ils faisaient ça, juste en disant « je fais pareil », sans savoir pourquoi. Mais à la base, c'était surtout pour le son. Une mise en image qui rappelle les débuts de Jamel Debbouze à la télévision. Le Titanic, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres, c'est surtout une histoire d'amour. À un moment donné, Leonardo DiCaprio, il était comme ça. Il était en train de courir dans le bateau. Et il voit une fille. Et lui dit, « la fille, viens voir. Je vais te dire un secret, viens voir. » La fille a dit, « Non, vas-y, dégage tes photos, quoi tu veux. » C'était sur Canal+ en 1998. Internet en était à ses balbutiements. YouTube n'existait même pas. Et Jamel avait déjà tous les codes des youtubeurs. Joséphine, ils sont très belles, tes queues de cheval. Ah, merci. Joséphine. Oui. La lumière de tes yeux est aussi resplendissante que la blancheur de tes dents. Oh, la poésie. On était cons, hein. Ça me rappelle des drôles de souvenirs. Oui, c'était super. C'était super. On était en 98, vous aviez 22, 23 ans, c'est-à-dire à peu près l'âge des youtubeurs aujourd'hui. Et je me demande, en regardant ces images, si vous n'êtes pas le premier youtubeur avant même l'existence de YouTube. Ça me fait plaisir. Je ne sais pas si c'est le cas, mais oui, je veux dire, j'aimerais que ce soit le cas. On avait comme... on était un peu obsédés par le fait d'être les premiers à faire un truc. Alors évidemment, on n'a rien inventé, hein, c'était une caméra fixe, un grand angle et un fond blanc. Et tout résidait sur nos personnalités, mais malgré tout, il y avait un ton qu'on n'avait jamais entendu, je crois, et puis une liberté. Exactement comme les youtubeurs aujourd'hui. Et le fait de parler comme ça à la caméra, parce que vous vous adressiez directement aux téléspectateurs, c'était votre idée? Oui, parce que ça fait une tête chelou, je ne sais pas si t'as remarqué. Et puis surtout, ce qui est marrant avec ce rapport-là, c'est que tu peux disparaître, tu vois, et réapparaître très vite, faire des sorties de chant super rythmées. Ça déforme la tronche, c'est rigolo comme rendu. Et ça donne une énergie incroyable, le grand angle. Tu vois, tu fais 2 mètres en arrière, tu as l'impression d'être très loin. 2 mètres, tu es très très proche de l'objectif. Ça a amené une patate, une gouache, une énergie qu'il n'y a pas forcément quand tu le fais quand tu le fais basiquement. Jamel reste une référence dans le milieu des youtubeurs. Pour le Whoop, par exemple, un collectif de jeunes humoristes dont fait partie Hugo et le célèbre Mr V. 3 millions d'abonnés à lui tout seul. Allez, sinon tu peux aussi dire qu'on est les Spice Boys. Ouais. Oh, moi je suis un Spice Boy. Vous allez comprendre. Extrait. Comment tu t'appelles? Joséphine. C'est le maître, hein.
Ah oui, c'est le maître, c'est le master. Le Jedi de la Force. Il nous a totalement enseigné un type d'humour et ça se ressent dans nos vidéos parce qu'il y a beaucoup d'absurdes comme ça. Vraiment, lui, c'est le maître en la matière et aujourd'hui, c'est totalement dans ce type d'humour-là qu'on se reconnaît. Que ce soit Eric et Ramsey, Jamel, Omar et Fred, Gad Elmaleh, enfin toute cette génération-là, nous, c'est celle qui nous a... Moi, c'est celle qui m'a donné envie de faire de l'humour, carrément. Et surtout aussi, vraiment, quand je voyais Jamel à la télé, c'est que je me sentais représenté, en fait. Parce que je suis un noir, j'ai grandi dans un quartier, il y avait plein de noirs d'arabes. Et t'allumes la télé, il y avait vraiment que des blancs tout le temps. Moi, je me retrouvais pas. Et là, je me sentais représenté, ça me donne envie de regarder. Ça faisait trop plaisir de voir ça. Si aujourd'hui on est comme ça, tu vois, si aujourd'hui dans nos vidéos on porte des habits américains larges. Des habits américains. Non, attends, c'est pour parler à la ménagère qui regarde France 2, ok? Ça va? Non, c'est clap. Hakim garde la place 7ème. Merci. Allez. Oui, c'est bon. Ok. Cette vidéo, Action. tournée en une journée sur un parking, Non, je garde la place pour a été vue plus de 2 millions de fois en un mois. Monsieur. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont inventé un truc? Ah oui. Ben oui, ils ont inventé l'art de s'affirmer et d'être soi en toute impunité et de le revendiquer, d'en être fier. C'est une espèce de prise de conscience, de prise de confiance qui n'était pas forcément... tu vois, cet outil, il n'était pas à notre disposition. Nous, il fallait qu'on passe des barrages. Souvent, quand on arrive à la télévision, les mecs, ils te dénaturent parce qu'ils veulent que tu sois plus ça ou plus ça pour répondre à des critères et puis faire kiffer la ménagère. Là, on n'a plus besoin de faire kiffer la ménagère. On est nous et ça passe. Ou non, d'ailleurs. Mais quand ça passe, ça donne Cyprien et Norman. Pour Norman, le monde des youtubeurs n'a rien à voir avec le monde de la télévision. Dans les médias de l'ancien monde, c'est comme ça que je les appelle, même s'ils existent toujours. La télé, tout ça? La télévision, par exemple, on est dans un monde assez carton-pâte. Ça m'a vraiment étonné la première fois que j'ai fait des émissions de télé où le présentateur tirait la gueule. Et puis au moment où on a lancé l'action, il faisait « Bah Norman, je suis hyper content de te retrouver », avec un gros smile. Puis dès qu'on a dit couper, hop, il me retirait la gueule. C'est exactement l'inverse de la vraie vie. Mais donc YouTube, c'est plus la vraie vie, quoi. Ce qu'aiment les gens sur YouTube, c'est la vraie vie. Salut, c'est Norman. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo un peu particulière. La vraie vie, pour eux, c'est se filmer tels qu'ils sont, sans filtre. Qui s'appelle un Draw My Life. Le principe est super simple. Norman a dessiné sa vie dans une vidéo. Des crayons et puis de le filmer. En français, on pourrait peut-être traduire ça par ma vie en dessin. En plus, ça tombe bien parce que moi, je sais vraiment bien dessiner. Fort. C'est drôle et émouvant aussi. Et puis un jour, ma mère s'est fait attraper par un méchant tueur en série qui s'appelle le cancer. Elle est partie rejoindre les étoiles. Je suis sûr qu'elle me regarde de là où elle est. Bien sûr c'est émouvant cette vidéo parce que c'est une vidéo où je raconte ma vraie vie en détail. Je pense que c'est l'un des seuls espaces où je peux vraiment tout dire. C'est pas évident de dire sur YouTube, je vous parlais de ma mère et de son cancer. Tiens, c'est pas vraiment une thématique très comique. Et là, j'ai pu prendre une piste où tout d'un coup, on m'écoute et les gens sont à l'écoute de ce que j'ai à dire. On n'est pas que dans la blague, on est aussi dans mon histoire, en fait. Dans mon histoire à moi. Et, donc cette vidéo, c'est aussi ma préférée. Je ne vais pas te le cacher. Une des clés de l'humour sur Internet, c'est l'autodérision. Aujourd'hui, chez moi, c'est la SPA. On est 7 ou 8 chiens. J'arrive plus à les compter. Je suis fichée à vie dans mon quartier. Je suis sortie comme ça. Super. Nous retrouvons Natou chez elle en plein tournage. Je suis dans mon personnage. Les filles, un petit biscuit. Tiens. Elle s'est caricaturée en folle aux chiens pour sa nouvelle vidéo. Je vais me mettre du kiri sur les joues pour que les chiens me lèchent la tronche. Faut vraiment que ça soit un bon gros plan. À ce niveau-là, je pense que c'est cool. J'aurais peut-être dû continuer ma scolarité ou un truc dans le genre, tu vois. Et les chiens! Elle a fait venir des fans chez elle avec leurs chiens pour tourner une séquence. Ah, faudra vous écarter après dès qu'il commence. Vas-y. Écartez-vous. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah, je vous aime! Ah oui! Ah oui! Arrête! Je crois que ça suffit. Gentilly, poupette, perlé, allez, on avance. Arrête de manger le caca de ta sœur.
Dans ces vidéos, elle s'amuse surtout des clichés sur les femmes dans la société. Les idéaux de beauté véhiculés par les publicités et les magazines. Je vais vous révéler toutes les choses à faire et à ne pas faire pour garder votre mâle le plus longtemps possible. Voici la liste des choses à faire. N'hésitez pas à réaliser ces fantasmes les plus fous. Ouh, je suis une abeille sexy. Tu m'excites. Dansez de manière sensuelle. Non, elle s'en fout de ça. Dansez de manière sensuelle avec des bières à la main. Waouh. Lorsque vous avez fait une connerie... C'est pas vrai. C'est toi qui as pété l'Xbox. Touchez-vous les seins. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Bah oui. J'aime bien jouer avec les clichés justement parce qu'ils m'agacent et quand j'étais ado, moi j'étais très influençable. Par exemple, j'avais que de la presse féminine et des clips que je voyais à la télé comme référence de beauté type. Et j'étais très malheureuse, vraiment, j'ai eu une période où j'étais vraiment boulimique et je m'affligeais des régimes, mais... Genre, j'en rigole aujourd'hui, mais il faut dépasser tous ces clichés et tout ce qu'on vous montre à la télé, ce qui est beau ou pas beau. J'aimerais passer le message faut s'en foutre, en fait, totalement. Oh, le message! Je suis Lady Gaga de France. Bonsoir, Lady Gaga. Merci beaucoup, David, et bonjour, la France. Et du coup, pour kiffer un peu avec mes potes Sur Internet, les garçons s'amusent souvent avec les clichés sur la virilité, comme dans cette vidéo sur le rap. Ok, yo, je roule en limousine, toi t'as même pas de caisse, tu touches le SMIC. Faut que je trouve un mot qui rime avec caisse. Qu'est-ce que je peux bien dire? Sagesse, Hermès, herpès. Ah mais faut que je trouve un mot là. Allez vite, tu touches le SMIC, moi je te touche les fesses. Hein? Ah non, je vais pas dire ça, je vais dire gonzesse, je touche des gonzesses, des hôtesses, des CRS, non enfin pas des CRS. Je pense que tout humoriste a beaucoup d'autodérision sur lui, je pense que c'est parce qu'on a tous des complexes, mais qu'on les assume, qu'on fait ce taf-là, à part Hakim qui lui apparemment ça va. Voilà, on a tous des défauts, on est tous un peu des losers, mais on l'assume et on a envie d'en rigoler. Je trouve ça courageux sans me jeter des fleurs à moi-même, tu vois, mais on est dans un monde où les gens ont vachement peur d'être ridicules, où t'es dans l'apparence, machin, moi et d'autres, on est allés de l'autre côté, quoi. Et ça peut donner quelque chose de super positif, en fait, quoi. Faut que je me mette au sport. Image d'une génération qui assume ses fragilités. D'abord, j'ai acheté un jogging large, pour faire comme les beaux gosses des films américains. Après, j'ai acheté un maillot de basket, pour faire comme les beaux gosses des films américains. Sauf que sur moi, ça fait pas beaux gosses de films américains. Je tournais vraiment avec cette coupe normale, quoi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, ensemble, nous allons essayer d'apprendre un mot. Il cite Eric et Ramsey comme exemple, notamment cette série, Les mots, qui jouait avec les définitions de la langue française. Sarbacane. Non, ça serait comme un système. Non, c'est pas... C'était en 1996. Sarcasme. Il y a 20 ans. Sarcasme. C'est très bien prononcé. Mettons-nous en situation. Eric. Vers là. Oui. Oh non! Mais quelque chose a changé entre leurs générations. En 1987, Chantal Lobby et les Nuls ridiculisaient déjà les clichés sur les femmes dans leurs fausses publicités à la télévision. Myrlène Shampoing. Shampoing. Un shampoing pour la laine? C'est vrai? C'est vrai que la laine a besoin d'être lavée en douceur. Elle reste une référence pour Natou, 30 ans après. Bah oui, quoi. Je vais pas me laver les cheveux avec un détergent. T'es con, l'autre, là, c'est pas vrai. Des fois, je suis vraiment une truffe à dire des conneries grosses comme moi. Laver les cheveux avec un détergent, non mais je rêve, je crois que je rêve. Ouais, c'est génial. Qu'est-ce qui a changé? Déjà, là, ce que je vois en premier, c'est que ce sont des sketchs... avec une réal très simple, et ils sont bruts, et ils sont drôles comme ça. Aujourd'hui, on a tendance, peut-être même trop, à faire des plans de réalisation spectaculaires, très cutés. En tout cas, je vois que la tendance en ce moment, maintenant, c'est vraiment de faire des choses qui vont très vite. J'ai fait ce mouvement, c'est très ringard. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris, pardon. T'as des potes, hein. Non. Natou met des jours à monter toute seule ses vidéos. Mais il manque encore des... Il manque toutes les voix off. Laissez ma femme tranquille. Je ne peux pas rivaliser. Titre, rythme, effet de montage. Les youtubeurs ont inventé une nouvelle écriture de l'humour. Oui, parce qu'il y a une petite ressemblance en fait. Hein. Je suis un elfe de maison et voici mon pouvoir.
Chacun a son style au niveau du montage, donc c'est différent de chaîne en chaîne. Et ouais, c'est ce qui se permet de pimper la vidéo. Pimper, ça veut dire quoi? Bah, c'est comme l'émission Pimp My Ride. C'est-à-dire que tu prends une vidéo de base et après tu rajoutes plein d'effets et tu la pimpes, tu l'améliores, tu la fais s'envoler vers le ciel de l'humour. Voilà. Pimper. Y a combien dedans? Un code qu'avait déjà testé Jamel dans ses vidéos, avec des premiers effets de montage, comme dans cet extrait où on le voit se dédoubler à l'écran. Une maison dans le Vaucluse, une maison dans le Loire-et-Garonne. Vas-y, Jamel, écoute, prends le portefeuille, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Jamel, c'est ta bonne conscience qui te parle. Je t'ai toujours bien conseillé, alors écoute-moi. Vas-y, prends le portefeuille, il a raison sur la vie de ma mère, prends-le, ça va te faire gagner l'oseille. Vas-y, prends-le pour une fois qu'il a raison, l'autre teubé. Prends l'oseille, prends le portefeuille, Jamel. Prends le portefeuille, Jamel. Vas-y, prends l'argent. Prends l'argent, Jamel, vas-y, prends-le, vas-y, prends-le. Vas-y, prends. Il n'est pas tiraillé du tout. De se dédoubler, ça nous permet de gagner en rythme d'une certaine manière. D'avoir aussi recours au montage, c'est pas mal. Mais moi, les chroniques que je préférais, c'est celles qui n'avaient pas besoin de montage. C'est rare, je dois avouer, d'être efficace et pertinent seul tout de suite en 2 minutes. On a souvent recours au montage, mais nous on essaie d'avoir recours le moins possible au montage et de laisser parler notre nature. C'est la nature qui prime malgré tout. Depuis quelques années, Jamel a surtout fait émerger une génération d'humoristes de scène au Comedy Club à Paris. C'est l'école du stand-up. Tu peux pas faire ça, si. Arrêtez-le! Marine Le Pen, elle veut virer les étrangers de France. Alors que c'est difficile de définir un étranger, c'est la couleur de peau, c'est la carte d'identité, c'est compliqué. Alors que les supporters français ont trouvé une solution depuis longtemps. Qui ne saute pas n'est pas français. Accro à la scène, ces humoristes doivent aussi être présents sur Internet, tant l'outil est devenu indispensable à leur génération. Tout le monde est sur Internet, il y a Facebook, il y a Instagram, tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux, donc je pense pas que je pourrais m'en passer. C'est grâce à ça que les gens viennent nous voir en vrai. C'est grâce à ça que les gens viennent nous voir parce qu'on fait notre promo. Sans ça, on aura beau mettre des affiches, je sais pas si ça va faire quelque chose. Avec la télé, on rentrait dans le foyer des gens à l'époque. Maintenant, avec Internet, on rentre dans le lit des gens. T'imagines ? Mais peut-on facilement passer d'un univers à l'autre ? Nous retrouvons Norman à la fin de son stand-up à Paris. Il a mis 2 ans à roder son spectacle, à trouver ses marques. C'est un tout nouveau métier pour lui. Mais est-ce que c'est plus difficile de passer de la vidéo à la scène ou l'inverse ? Ah, c'est plus dur, je crois, de passer de la vidéo à la scène que de la scène à la vidéo. Moi, j'avais fait beaucoup de scènes avant de faire de la vidéo. Ben parce que c'est plus dur de jouer devant des gens que devant une machine. Beaucoup plus dur. Et que l'adaptation, elle se fait pas facilement. C'est certain. Je serais curieux, j'en ai pas parlé avec Norman, mais je serais curieux de savoir comment il le vit. Je sais que ça marche bien, mais je sais pas comment lui il le ressent, tu vois. Ça doit être une expérience complètement folle et nouvelle pour lui, tu vois. C'est incroyable que Jamel Debbouze parle de moi, j'arrive pas du tout à réaliser, c'est un truc de ouf. Tout d'un coup, il dit Norman, je fais wow, il parle de moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, quand il parlait là, je me disais exactement la même chose à 100%. Sur scène, ce sont les tripes qui parlent. C'est-à-dire que t'as peur avant de monter sur scène, quand ça rigole, t'as un frisson, t'as des émotions dans tous les sens, quoi. Dans la tête, c'est un feu d'artifice, c'est incroyable. Et quand j'ai commencé à dire aux gens que je fais de la scène, ils m'ont trouvé parfois un peu plus légitime. Ah, tu fais aussi de la scène, donc t'es un humoriste. Alors qu'en fait, je faisais aussi de l'humour sur Internet. Tu vois, c'est un peu bizarre. Les garçons du Whoop, eux, viennent de YouTube et du stand-up, un mélange. Tu te calmes, Denis ? Non. La recette a du succès. En moins d'1 an, ils ont plus de 2 millions d'abonnés sur Internet et font déjà salle comble dans toute la France. Ok, ce soir c'était le Whoop Game. Et on passe une grosse dédicace pour France 2. Quand je dis service, vous dites public, ça fait service public. Service public. Service public. Envoyé spécial. Envoyé spécial. Ouais. Merci à tous. Les générations précédentes mettaient des années à construire un tel succès.
Si vous aviez 22, 23 ans aujourd'hui, est-ce que vous auriez fait des vidéos dans votre chambre? Grave, direct. Bien sûr, évidemment. Sans aucune... je ne me serais pas posé la question. Je serais certainement Norman aujourd'hui. Ouais, ou Cyprien, enfin, en plus beau gosse. Enfin, en moins... Enfin, je dis pas qu'ils sont pas beaux gosses, mais... Vous l'auriez fait, quoi? Ah ouais, sans problème. Ben oui, c'est à notre portée, c'est formidable parce que je te dis, tu peux toucher beaucoup de gens de ta chambre. C'est la révolution. C'est la révolution. Guylaine et Françoise, je vous kiffe. Viva la révolution culturelle, Guylaine et Françoise. Chelou comme l'as Guylaine, quand même. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas francetvinfo.fr pour vos commentaires, vos suggestions et les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. À très vite. Prochain rendez-vous jeudi 20h45 pour un nouvel envoyé spécial. Tout de suite, Nicolas Poincaré vous attend sur le plateau de Complément d'enquête avec des reportages sur la santé. Très bonne fin de soirée sur notre chaîne.